Je tousse un bon coup aussi. Bois de l'eau. Vas-y. C'est bon. Aujourd'hui, on est en présence de Baptiste Bénézé. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Du coup, Baptiste, si tu veux résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais? Ouais, alors effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Baptiste Bézé, tu l'as dit. J'ai 39 ans, je suis marié, j'ai trois garçons. Moi, je suis ingénieur de formation à la base, donc j'étais pas du tout prédestiné à faire des choses qui soient proches de l'humain, on va dire, très classique d'école d'ingénieur. En revanche, dans mon parcours, ce qui est le premier truc marquant, c'est que quand j'ai commencé à travailler, j'ai tout de suite su que je voulais pas travailler dans une grosse boîte. J'étais assez refroidi par un stage en R&D dans un grand groupe industriel français. Donc, je me suis tout de suite orienté vers des petites structures. Mon premier job que j'ai eu, enfin, que j'ai occupé pendant 3-4 ans, j'étais chef de produit sur un projet qui était assez innovant. C'était un poste de radio Wi-Fi. Alors là, je te parle de ça, on est en 2007. L'iPhone n'existe pas. Tu vois, c'est vraiment le temps Ok. d'avant, 2006-2007. Et l'idée, c'était un produit qu'on vendait sous marque Orange, France Télécom. Ça s'appelait la Live Radio. Et moi, j'étais chef de produit là-dessus. Je m'occupais en particulier de toute la plateforme d'agrégation de contenu. Parce que l'objectif, c'était à travers une expérience simple qui est le poste de radio que tout le monde connaît chez soi, de pouvoir agréger tout le contenu audio. Enfin, il y avait déjà des podcasts à l'époque, par contre. Des playlists, des stations de radio, bien entendu, d'un peu partout. Donc voilà, je me suis occupé de ça pendant 2-3 ans. C'était assez innovante, assez jeune. J'ai rencontré des gens super là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Et du coup, c'était au bout de... affilié à Orange, mais t'étais pas vraiment dans Orange. Moi, j'étais pas Orange, j'étais un prestataire d'Orange. En fait. On D'accord. travaillait pour eux sur un modèle double en fait de construction de produits physiques. Donc ça, c'est déjà un truc qui me plaisait bien à l'époque, d'opération de cette plateforme d'agrégation de contenu. Donc on a fait ça pendant 2-3 ans en créant tout de A à Z. C'était un peu un défi assez dingue parce qu'on était une dizaine de personnes et on allait du sourcing des composants à Shenzhen jusqu'à effectivement des réunions en disant qu'est-ce qu'on référence comme radio sur la plateforme. Et en fait, ce qui s'est passé, je vous dis un petit peu, c'est 2007, 2007-2008, il y a l'iPhone qui sort et l'App Store qui sort 6 mois, ouais, je sais plus, c'est entre 3 et 6 mois après. Et Orange nous demande de concevoir une application de lecture de radio basée sur la plateforme qu'on avait développée pour l'iPhone. Avec un modèle de distribution qui était très drôle à l'époque, puisqu'on était payé par téléchargement gratuit de l'application. Donc en fait, c'était un modèle de dire où on était, c'était assez rigolo. Euh, D'accord, ouais. Ça a été un carton et en fait, on s'est vachement réorienté. Moi, je me suis vraiment réorienté sur le mobile à ce moment-là parce que enfin, l'iPhone, parce que nouvelle interface qui permettait de faire beaucoup de choses très très rapidement. Parce que aussi, comment dire, on avait commencé à faire du mobile, nous, à regarder ce qu'on pouvait faire justement en applicatif mobile, parce que travaillant avec Orange, bah oui, la lecture de radio et le mobile, ça faisait un peu sens. Et on était sur un business qui était hyper, comment dire, hyper structuré avec les opérateurs d'un côté, les constructeurs de l'autre, les fournisseurs de services encore d'un autre côté. Et il fallait en gros 2 ans pour que du soft arrive dans des téléphones que les gens tenaient dans leurs mains tous les jours. Là, l'App Store arrive et ça pète tout ce paradigme-là et ça ouvre un certain nombre d'ouvertures assez dingues. Moi, j'ai continué à travailler avec eux pendant 6 mois, un an, à faire plutôt des interfaces radio sur mobile. Je me suis éclaté à faire ça. Et en fait, là, j'ai remonté une structure au sein du groupe Faber-Novel qui était en gros une structure qui faisait plutôt du service, donc de l'édition de produits pour les tiers, mais de l'édition de produits mobiles. Donc en fait, j'ai structuré un business qui s'appelait Appidium avec d'autres associés qui étaient effectivement enfin, en gros, on créait des applications mobiles de A à Z pour des clients tiers. C'est un truc que j'ai fait pendant 7 ans. J'ai monté la structure on était trois au départ. Quand je suis parti, on était plus de 50. Ah oui. Deux bureaux, un bureau, un à Paris, un à Lyon. Et puis des produits et des clients assez prestigieux, assez chouettes. On faisait l'application de la RATP, on faisait les applications MyCanal. Voilà, c'est vraiment une structure très très experte sur ces sujets-là, qui agrégé en gros trois compétences, hein, du développement technique, enfin du développement
front front, du développement applicatif et du développement back-office, du design d'interface surtout, et on va dire du pilotage projet, de la gestion de projet, de la gestion de produit, puisque effectivement, comme on travaille avec des clients, il fallait s'interfacer avec eux. Donc super expérience aussi sur des sujets plus humains, puisque je disais à la base, c'est pas forcément un truc, voilà, faire monter une boîte de pas grand monde à plus de 50 personnes, bah ça pose des questions, comment tu structures la boîte, comment tu accompagnes aussi les gens qui sont là au début ou les gens que tu fais bien après, qui ont plus d'expérience, donc tout ce qui est management intermédiaire, tout ce qui est aussi animation d'équipe, réussir à bien mobiliser les gens, sachant que le service est un métier plutôt confortable, puisqu'en fait, tu vends ton temps contre de l'argent. Donc, en gros, il te faut des gens et que tu trouves des projets. Mais c'est aussi un métier où il y a pas mal de pression parce que, en gros, bah, chaque année, tu construis pas, tu vas me poser des questions de MRR. Ensuite, tu construis pas progressivement de la valeur. Euh, alors, tu construis de la valeur Toujours parce que lié à ton temps, quoi. ouais, elle est liée à ton temps. Alors, tu construis de la valeur parce que tu construis ton expertise, tu construis ta renommée aussi quand tu travailles pour ce type d'acteur-là. Bah, en fait, on vient te chercher plutôt pour des projets sympas ensuite. Ça, c'est cool. Mais effectivement, chaque début d'année, bah, faut que tu remettes du charbon dans la machine. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, j'ai eu l'opportunité de revendre mes parts. Et puis, ça correspondait aussi à un moment où, bah, j'étais un peu essoufflé par ce côté service. Alors, parce que l'équipe est géniale et j'étais hyper fier de ce qu'on a construit. Mais moi, j'avais besoin de passer à d'autres choses aussi, à reprendre un petit peu de recul. Donc, c'était il y a à peu près 3 ans. Il y a à peu près 3 ans. Donc, je te dis, ouais, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et très vite, en fait, alors, aujourd'hui, je suis le cofondateur de Team Bakery. J'aurais dû me présenter comme ça au départ. Ouais. C'est une boîte que j'ai montée avec un copain à moi qui s'appelle Arnaud Joubet. Avec Arnaud, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on était à l'école ensemble. On a travaillé ensemble chez Faber Noël. Arnaud, il était DAF de Faber Noël. Et DAF et développeur. C'est un mix qui est assez sympa. Et puis on s'est revu effectivement au moment où j'ai quitté Appidia, mais on a décidé de monter un projet autour du travail en équipe en fait, qui est un des sujets qui nous bottait bien tous les deux. On se disait bah en fait il y a beaucoup de choses à reconstruire pour effectivement recréer de la cohésion et aider et sortir un peu du schéma classique de la formation où en gros j'isole des managers pour les aider à devenir très bons managers en espérant qu'ils mettent des choses en place avec leur équipe. Et dans la réalité, bah, on se rend compte que ce gap-là, cette distance-là, elle est complètement artificielle et qu'on peut travailler autrement pour bah, aider les équipes à mieux se synchroniser, à mieux travailler ensemble, mais surtout comment dire, à trouver elles-mêmes ses règles de fonctionnement, ses modes de fonctionnement, ses réflexes. Et c'est le gros sujet de réflexion, d'expertise et de développement qu'on a sur Team Bakery aujourd'hui. C'est rigolo, ça fait très écho à une expérience que j'ai eue qui a été, on va dire, une expérience éclair, mais j'ai fait les process de recrutement pour aller chez PSA Digital à un moment donné. Ouais. Et je suis arrivé là-bas et du coup on parle d'agilité, on parle de process, de comment fonctionnent les équipes. Et je les regarde, et tu sais, moi j'ai bossé qu'en startup justement, j'avais pas eu des bonnes expériences avec des grands groupes, ça m'avait jamais trop plu, mais là j'avais une opportunité, je me suis dit je vais quand même aller voir. Et en fait, c'était pas du tout agile, ils avaient pris la méthode qui était dans les bouquins et ils appliquaient à la lettre. Et du coup, je leur ai dit mais en quoi c'est adapté avec les gens avec qui vous bossez? Ils disent ben on n'adapte pas, on fait l'agile. Qui est Hmm. Gilles? C'est qui ce Gilles? Oui, j'étais là, mais je crois qu'il y a quelque chose que vous avez pas compris dans le mot. Alors, nous, moi, mon expérience, elle était beaucoup plus, enfin, elle était même encore plus bas niveau que ça, hein. Ouais, Alors, je suis un petit peu plus vieux que toi, je crois. Donc, effectivement, la méthode agile, on n'en entendait pas trop parler à l'époque, mais moi, c'était dans le domaine aéronautique, donc c'est un truc qui me plaisait plutôt bien à la base. Le sujet de stage était vraiment génial. Mais le simple fait, par exemple, que tous les stagiaires étaient dans une salle à côté des bureaux parce qu'il y avait des trucs confidentiels défense, et donc on se retrouvait entre nous, on n'était pas proche de notre tuteur qui passait de temps en temps. Et puis on se retrouvait à gratter des trucs en se disant mais à quoi ça enfin, on n'était pas du tout dans le flux ce qui se passait quoi. Voilà, et puis après effectivement le sentiment d'être un tout petit rouage dans un truc très très grand, c'était ouais, c'est pas le truc qui m'a trop motivé. je comprends totalement. Mais du coup, et c'était pour reprendre ton idée de on a formé les managers à quelque chose et on les a pas intégrés dans Ah les oui. équipes, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quoi. C'est que Hmm. s'ils avaient fait la formation tous ensemble, ben, ils se seraient dit ben, en fait on va essayer de faire quelque chose qui marche pour nous, pas qui Hmm. marche parce que c'est ce qui est écrit dans le bouquin.
C'était un peu. C'est la principale raison de pourquoi j'y suis pas allé. Je me suis dit, pff, j'ai pas envie de me battre contre ça. Ça avait l'air bien, hein, mais du coup, c'est pour mettre en avant le fait que ce que tu fais, c'est. Je suis pas mal fait. C'est gentil, c'est Ouais. gentil. Ok. Mais du coup, comment vous avez organisé un petit peu Team Bakery finalement? Parce que Alors, je vois l'idée, mais c'est quoi le produit du coup? ouais, alors, on a plusieurs produits chez Team Bakery. En fait, on a cherché à bien comprendre ce qu'on mettait derrière le fait que effectivement la formation marche plus ou que ça s'adapte pas au quotidien des équipes, ça ne fonctionne pas. Et autour de ça, en gros, on s'est rendu compte que le point central pour nous, c'est qu'on demande beaucoup de choses au manager et on l'outille finalement assez peu pour réaliser ces choses-là. En gros, on fait remonter, enfin nous, notre cible principale, en tout cas les gens avec qui on travaille le plus, sont des managers opérationnels. Donc on va pas être dans les strates super hautes de l'organisation, par contre on va être plutôt dans la vraie courroie de distribution. Alors quand on parle de ces sujets de transformation, d'agilité, on peut plus Oui. travailler comme on a souvent travaillé, on peut plus travailler en silo, des choses marche si à l'étage opérationnel, ça prend forme. Sinon, ça reste des slides, ça reste des recommandations de super cabinets de conseillers en strat, et il se passe pas grand chose dans la réalité. Donc nous, on s'est dit, bah, c'est à ce niveau-là qu'il y a un truc à créer, il y a un truc qui n'existe pas. Il faut qu'on recrée du lien entre les équipes opérationnelles et leurs managers. Il faut qu'on donne aussi des occasions pour que ces gens-là se rencontrent et n'échangent pas forcément sur les to-do, sur les tâches quotidiennes à faire, mais plutôt prennent de la hauteur et se disent, OK, comment on veut travailler ensemble? Est-ce qu'il y a des choses, enfin, comment on apprend déjà à mieux se connaître et est-ce qu'il y a des choses qu'on fait pas qu'on devrait faire? Et ça a pris la forme de box physique. Alors j'en ai derrière moi juste là. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Hop, une petite box comme ça. Hop. Thématique, ça dure 45 minutes. C'est thématique, donc il y a un thème à chaque fois. On a deux grandes familles de box. On a des box plutôt sur des sujets, on va dire, soft skills, donc comment donner du feedback, de la reconnaissance, les leviers de motivation dans l'équipe. Et il va y avoir des box qui vont être plus sur des sujets, on va dire, d'efficacité collective ou de dynamique collective. Donc c'est comment on se fixe les bons objectifs, comment on clarifie nos règles de délégation, comment on optimise notre temps. En gros, c'est des moments qui durent 45 minutes, on se pose. Alors, je te parlerai des dernières évolutions parce que c'est box physique là. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent plus tard, on est en plein reconfinement. Donc il y a un vrai sujet de digitalisation des expériences qui sont dans nos box sur lequel on est plutôt content de ce qu'on a réussi à faire là. Je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais globalement, c'est de dire il n'y a plus d'excuses pour pas se voir. C'est des box qui se veulent conviviales aussi. Il y a toujours un snack à partager, il y a des goodies à partager derrière. Ça doit être aussi un bon moment d'équipe. Et la première question de tout ça, c'est de faire en sorte que les gens autour d'une table se parlent et essayent d'ajuster leur mode de fonctionnement. Et soient pas juste dans le rush et dans la pression du delivery. Donc ça, c'est le premier produit qu'on a créé. On l'a créé au départ en collaboration avec des coachs certifiés. L'idée, c'était en gros trouver un nouveau véhicule qui soit beaucoup plus simple à disséminer dans les organisations que d'organiser des coachings individuels ou d'organiser des formations où en gros c'est super compliqué parce qu'il faut que je cale les agendas de tout le monde. Ouais. Quand tu demandes aux gens, ils n'ont jamais vraiment le temps. Quand tu demandes au RH, organiser des formations, c'est simple ou compliqué, bah c'est super compliqué. Il y a un taux de no-show qui est absolument dingue. Et en gros, ces gens-là passent leur journée à faire des agendas, à recroiser. Voilà, je pense que Doodle est leur meilleur ami, mais c'est un vrai sujet compliqué. Et puis, bon, nous, on sait aussi qu'on ne va pas s'adresser à tous les managers. On va s'adresser aux managers qui ont envie de bouger les choses dans les organisations. Et donc, ceux-là apporteront des outils les plus simples à utiliser possible, les plus sympas aussi à utiliser avec leurs équipes. Donc ça, c'est le premier produit, les box physiques. Là-dessus, on a décliné, donc toujours sur le sujet de box, c'est celle que tu vois juste là, sur des verticales. Donc on a des verticales, on a une verticale qui fonctionne bien, qui est vraiment sur un public très très niche, tout ce qui est prévention, santé, sécurité. Les managers opérationnels qui sont plutôt en environnement industriel, para-industriel, donc ont besoin en gros pour leur quart d'heure sécurité. Donc en fait, tu as des briefings sécurité régulièrement parce que tu as pas mal d'accidents sur t'as beaucoup d'accidents, on a heureusement peu de grammes, mais ça a un vrai impact, au niveau sociétal, c'est pas normal que tu te blesses quand tu ailles au Oui. bureau. Et deux, au niveau de l'organisation, tu as un vrai levier d'efficacité. S'il y a moins d'accidents, voilà, ça fait moins d'arrêt de travail, ça génère moins de problèmes sur ton staffing aussi. Excuse-moi, j'ai coupé. Hop, Ouais, je viens de voilà. te voir disparaître un peu Je là. suis,
Je suis désolé. Petit glitch. Non, donc ça, c'est une verticale qui fonctionne bien. On est plutôt sur des métiers enfin, ouais, proches de la technique. Ouais, Et après, on a un autre levier qui correspond plus aux premières équipes qu'on aide avec les box, qui vont être des populations de bureaux. Alors, c'est soit des petites structures type startup PME, où il y a ce vrai levier de dire, OK, on va prendre le temps de se voir, de caler les choses, de faire en sorte de bien synchroniser. Alors, on n'est pas tellement sur des structures en hyper croissance, on est plutôt sur des structures qui cherchent à se développer de manière pérenne. Je pense qu'il y a, dans ton auditoire, il doit y avoir des gens comme ça aussi. ah ouais, clairement, c'est plutôt ce qu'on cherche. Voilà, donc il y a ça, et après, on a aussi pas mal de contacts avec des managers intermédiaires dans des grandes structures. Tu parlais de PSA, on a des Ouais, gens chez PSA, on a des gens enfin, je crois qu'on avait regardé, on a 30 ou 40% du CAC 40 qui a déjà commandé un truc chez nous. Et ces gens-là, on vient les aider plutôt avec une application en ligne, c'est un SaaS, qui s'appelle le Journal, qui est en bêta, qu'on commence à ouvrir à de plus en plus de monde, qui est en gros un journal de bord de ton équipe pour rester focalisé sur les trucs importants, enlever tout le bruit. Donc c'est vraiment l'endroit où l'équipe se retrouve pour se reconnecter. C'est pas un Slack où tu as du flux toute la journée, il faut répondre à des choses comme ça. Là, c'est un endroit où on a vraiment les priorités de l'équipe et on apprend aussi à mieux se connaître. C'est là où on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a fait dans les box et on a retranscrit ça en d'accord. numérique. Tu as des icebreakers, tu as des systèmes je travaille en mode agile, tu vois, ça, système de rétro qu'on envoie toutes les semaines pour savoir ce qui a été, ce qui a mal été, ce qu'on continue, ce qu'on arrête, ce qu'il faut qu'on mette en place parce que c'est un manque. Donc voilà, c'est une interface qui est assez conviviale, qui se veut très conviviale, où tu as vraiment, c'est la zone de l'équipe, hein, c'est vraiment pas ouvert à l'extérieur, et on réfléchit ensemble à ces sujets-là. Vous l'avez lancé il y a combien de temps à peu près L'idée, ça? on l'a lancé en alpha, on va dire, en fin d'année dernière. Tu vois, ça prend du temps, hein. On est deux dans la structure, ça c'est aussi un point important. Oui, Ça prend du temps et donc c'est Arnaud qui développe, qui est sur la partie développement. Et là, depuis un mois et demi, Arnaud et moi, on est sur la nouvelle version et on a enrôlé quelques équipes, tu vois, nos plus vieux, nos plus vieux utilisateurs sur la nouvelle version. Et là, je pense que courant, on va faire un premier rollout la semaine prochaine avec un peu plus de monde et ça va être tout début décembre. Je pense qu'on va sortir une bêta un peu plus conséquente. d'accord. Oui. Voilà. Et donc, tout ça pour te dire, en gros, aujourd'hui, on a trois leviers de business. Les box management classiques, les box prévention qui sont une verticale bien particulière, qui est très, très streamlinée, qui est très nichée, en fait, comme auditoire. Et en tâche de fond, nous, on avance tranquillement sur la partie applicative. Comment tu répartis ton temps entre Euh, ces trois chemins? non, mais c'est un vrai sujet. Alors, on est deux dans la boîte. Arnaud, il aime pas quand je dis ça, mais moi, je suis plutôt le front office et Arnaud le back office. Du fait de notre situation, en fait, pour tout expliquer, moi, je suis basé à Paris, Arnaud est basé à Limoges, la boîte est immatriculée à Limoges, la fabrique des box, donc Ouais. l'entrepôt où on fabrique tout, c'est au-dessus de Limoges, c'est à Saint-Sulpice-les-Feuilles. Vous voyagez là, quand vous m'écoutez. Grave. C'est juste en dessous de la souterraine pour les gens qui connaissent bien la géographie française. Donc, Arnaud est plutôt sur les sujets. Alors, il fait du développement. Ouais. C'est lui qui est dans le cœur du réacteur de l'application. Il s'occupe aussi de toute la partie production des box. D'ailleurs, il a fait des super trucs du soft. On a un mini warehouse management system. Enfin, c'est le geek de la bande, hein, c'est lui. Et moi, je suis plutôt sur interface client, marketing, vente aussi forcément, et toute la partie éditoriale dans nos contenus, que ce soit ce qu'on envoie aux gens. On a pas mal d'initiatives pour se faire connaître, tout le contenu des box, l'interco avec les coachs quand on travaille avec des coachs. Voilà. Donc on est un peu organisé comme ça. Et donc alors du coup, on a pas mal de casquettes chacun. J'ai pas une organisation où je te dis, bah, lundi, mardi, je travaille sur les box, mercredi, jeudi, je travaille sur ça, et vendredi, je fais ça. Ça dépend, en fait, et c'est par vague. Euh, Globalement, ma semaine, elle est organisée comment? Enfin, je regarde déjà tous les calls que j'ai et tous les rendez-vous extérieurs que j'ai, comme ce qu'on est en train de faire Ouais. là. Dans la semaine, j'essaie de les étaler pour pas me retrouver des journées complètes bloquées à pas être sur la prod. Et après, mes matinées sont plutôt centrées sur de l'écriture, du travail de fond, et mes après-midi plutôt sur tout ce qui va être
réunions avec nos clients, nos interfaces, les prestataires qui travaillent avec nous et du partenariat, enfin les trucs. Je suis plus ouvert vers l'extérieur l'après-midi et vers l'interne. Je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à écrire le matin. D'accord. Et après, bah, en fait, je te dis, il y a 3 lignes de business différentes, mais en fait, tout se parle. Parce qu'en fait, le cœur du système, c'est aider les équipes à mieux bosser ensemble. Donc, tout ce qui est en termes de contenu, quand je construis un contenu, tu vois, on a une newsletter gratuite, ça s'appelle le défi de Roger. C'est un défi par semaine pour t'aider dans ta vie au bureau. Bah, en fait, ces défis, je les écris beaucoup en m'inspirant de ce que je suis en train de rédiger dans les box ou des interconnexions que j'ai avec, ou des interactions que j'ai avec mes clients, Oui. managers, parce qu'on est, enfin, tu vois, on est une jeune structure, on prend le temps de parler, alors, pas à tous nos clients, c'est pas possible, mais à chaque fois que les clients ont une question, ils pensent à nous et on programme un petit call, on se parle et en fait, en parlant avec, en démêlant certaines situations, tu dis ah, faudrait que je fasse un truc là-dessus. Donc ça t'oblige à avoir effectivement un côté très organisé dans la façon dont tu gères tes journées, mais après tu peux passer d'un sujet à l'autre enfin, d'une certaine manière recycler des trucs que tu as fait, que tu as mis en place Ouais. pour aider d'autres parties. Ok. Et même, enfin, si tu veux, pour te parler de l'application, te reparler de l'application de 12 secondes, la méthode qui est dans l'appli, parce qu'en fait, c'est un produit on va dire, de productivité collective, mais c'est aussi un produit très éducatif. Parce que l'enjeu derrière pour nous, c'est aider les équipes à mieux travailler en asynchrone. Le sujet du moment avec le télétravail qui se redémocratise, on espère que cette fois, il va rester un peu plus, enfin voilà, qu'il va y avoir une vraie Histoire transition qu'on s'acharne là-dessus. contre Et nous pour qu'il y ait du télétravail, quoi. bah oui, bon, moi je prends ça comme une opportunité parce Oui, que clairement. effectivement, sinon t'avances pas. Mais globalement, ce qui se passe derrière, c'est d'expliquer aux gens, vous pouvez pas passer votre vie à faire des marathons sur Zoom. Vous allez péter un plomb et ça ne marche pas. Essayez de mettre en place, d'injecter de la synchrone, de laisser les gens aussi s'organiser dans leur journée, d'avoir confiance. Voilà. Donc, on est vraiment sur tous ces sujets-là, de créer un climat de confiance, de créer un climat où les gens prennent le temps de mettre du contexte quand ils écrivent des choses. C'est valable par mail, c'est valable par chat. Enfin, y a rien de pire que le message dans le chat qui dit t'as 2 minutes. Le truc, c'est un, tu m'as dérangé, deux, je stresse parce que je sais pas de quoi tu vas me parler. Oui, Et voilà, et je suis complètement bloqué et j'arrive pas à avancer. Ça, c'est le genre de truc contre lesquels on essaie de se positionner et d'expliquer aux gens, mais en fait, c'est normal quand il y a du stress de vouloir communiquer, mais par contre, enfin, sur des gens à distance, il y a des réflexes à trouver, il y a des choses à ne pas faire. bah, ouais, c'est infonctionnel quand tu es dans un système où le but c'est de pouvoir être asynchrone. Si le mec tu lui prends du temps pour qu'il puisse rien en faire de cette information, c'est genre supprime-le ce message, ne le mets pas. C'est Et là, je parle des trucs négatifs, mais tu as aussi des super trucs qui se passent. Enfin, moi, là, nous, on a la chance d'accompagner des équipes chez Renault, ouais. qui est plutôt une entreprise historique. Euh, la majorité des managers, plein de problèmes, hein, mais la majorité des managers salue quand même le fait d'avoir, comment dire, beaucoup plus de souplesse dans l'organisation individuelle et même dans l'organisation de leur équipe. Il y a des équipes où le moral est bien meilleur depuis qu'ils sont en asynchrone. Ah, mais moi je suis convaincu que des Parce fois les gens que savent pas les grosses boîtes travailler en françaises, asynchrone. Mais quand tu sais ouais, puis travailler, t'as t'as des bons avantages. t'as des, ouais, puis t'as des vrais leviers, quoi. Ces boîtes-là ont des sièges sociaux assez loin de Paris, assez loin du centre de Paris, par exemple. Je Oui. suis désolé, c'est une remarque très parisienne, hein, je suis désolé pour les gens qui ne sont pas à Paris, mais globalement, ça crée un vrai levier d'attractivité. C'est-à-dire, les gens n'ont plus 1 heure et demie de transport Mm. pour se rendre sur le siège, ils gagnent 3 heures dans leur journée. C'est juste génial. C'est genre, Déjà, c'est génial pour l'organisation parce qu'il y a au moins 1 heure et demie de travail en plus chaque jour. Et deux, bah eux, c'est bon, une fois qu'ils ont fini de bosser, ils sont chez eux. Après, je dis ça, ça dépend des cas. Enfin, nous, on a vu, parce qu'on a fait pas mal d'études là-dessus, je suis dans plusieurs groupes de réflexion là-dessus. Sur le télétravail, on voit qu'il y a vraiment deux choses qui font que c'est bien vécu. C'est un, est-ce que j'ai un endroit pour bosser chez moi? Est-ce que je peux m'isoler, me mettre au calme? Et deux, effectivement, il y a les enfants. Alors, nouveau, le nouveau confinement dans lequel on est pour l'instant, les enfants sont à l'école et je pense que ça va vraiment changer les choses. Mais si tu as les enfants chez toi, faut pas dire que tu peux télétravailler, c'est pas possible. Enfin, ah, mais là, je le crois. Hein. la première version du confinement, moi, ça fait 7 ans que je travaille en remote, en télétravail, tu vois, donc je suis bien au Hum, clair. Et effectivement, tant que j'avais pas un casque qui m'isolait de là où j'étais, c'était très dur, quoi. Si j'avais pas une pièce à part, là, tu vois, je peux le faire n'importe où, je suis dans le hum, salon, ma copine elle est à côté, tout va bien.
Mm. Mais oui, si t'étais pas isolé, et du coup, quand j'ai vu le premier confinement et que tous les mecs disaient, mais c'est horrible le télétravail, euh, c'est pas ça. On t'a pas dit de travailler dans un brouhaha constant. Ça ne fonctionne pas, ça. Ou, Ouais. Mais je dis qu'on a fait le premier confinement, c'est le crash test du télétravail. C'est en gros, euh, c'est les boîtes qui étaient résistantes au télétravail, on leur a dit, bah, vous n'avez pas le choix. Donc c'est crash test, on vous jette dans le bain et puis on voit comment ça se passe. Et je pense que les gens ont appris aussi. ouais, ouais. En tout cas, ça a montré, un, que ça pouvait avoir des avantages et deux, qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagnement et d'aider, effectivement, d'aider les publics parce que, effectivement, il y a des publics qui sont un peu plus, et puis encore une fois, le télétravail ne concerne pas tout. Ben, en fait, moi, c'est un truc que j'ai répété souvent et que les gens, je sais pas pourquoi, ils avaient du mal à se rendre compte, mais genre, pour travailler dans un bureau, t'as appris à le faire. T'as appris à te lever le matin à y aller. Bon, t'as appris à l'école sûrement à le faire, ça. Mais t'as quand même appris quelque part à gérer ce Hum. système pour travailler. Mais le télétravail, c'est pareil. En fait, tu dois apprendre à gérer ce système nouveau. Donc, Hum. peu importe quel âge t'as, c'est une nouvelle façon de travailler. Donc, oui, ça ne peut pas Et ça prend du temps. marcher direct. Faut rassurer les gens qui débutent le télétravail, ça prend du temps et c'est normal qu'un jour vous vous rendiez compte qu'il est midi et que vous êtes encore en pyjama. C'est une étape C'est ça. intermédiaire. C'est ça. Mais ce qui est ouf, c'est que je trouve qu'on a énormément de chance maintenant parce qu'il y a beaucoup plus d'outils. Tu vois, euh, il y a ta société qui fait des outils pour ça, il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup Hum. plus de possibilités d'arriver à vraiment bien télétravailler qu'il y a 7 ans en arrière où les trucs de visio, ils étaient pourris, ça tenait pas la route, au bout d'un quart d'heure, ça coupait. Euh, Hum. je me rappelle avoir beaucoup plus galéré, comme maintenant, le télétravail, c'est vraiment facile, quoi. Il y a, il y a Ouais. à apprendre, c'est sûr, mais ça peut vite être facile. Avec les bons. Ouais, et puis après, il y a des. Ouais, je pense qu'il y a un truc de personnalité aussi, hein. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus communiquer que d'autres. Et effectivement, ce nouveau cadre, il y a un temps d'adaptation qui va sans doute être un petit peu plus long. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est pareil, je trouve que c'est un faux débat, parce que quand tu viens au travail, t'es pas vraiment payé pour discuter, t'es payé pour travailler. Donc oui, le côté social, c'est important. Mais le fait que tu sois à distance et que tu puisses moins le faire, c'est aussi une chance pour tout le monde de mieux. Parce qu'en France, on est très bavard, naturellement, et du coup, enfin, je sais pas, tous les gens qui ont travaillé en télétravail l'ont dit, ils ont été beaucoup plus productifs. Demandons-nous Hum. pourquoi. Oui, vous parlez moins, mais peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on doit travailler. Et si vous êtes bavard, enregistrez des podcasts. Voilà, C'est c'est ça. ça l'alternative. C'est ça. Puis en fait, du coup, tu te mets à avoir des vrais moments où tu dis, bah, viens, on prend un quart d'heure ou 20 minutes pour discuter. Hum. Et comme tu disais tout à l'heure, tu vois, ta box où tu dis, bah, on prend 45 minutes pour vraiment parler, et ben en fait, si toute la semaine, on n'a pas parlé trop et on a bossé normalement, finalement, sans coupure, et ben à la fin de la semaine, on peut les prendre, ces 45 minutes. On peut même prendre le double. On peut faire 2 boîtes d'affilée Hum. parce que ben, on est super heureux et tout le monde est là pour discuter, pour prendre le temps. Et ça change totalement la donne, en fait. Si tu te mets à parler tout le temps, un petit peu, versus le faire à des zones bien particulières, enfin, c'est le management du temps, quoi. C'est le mec qui répond à toutes les notifications qu'il reçoit sur son téléphone, il a l'impression d'être tout le temps busy. Le mec qui coupe ses notifications pendant 2 heures, il travaille, puis après il les regarde, ben, il a l'impression que c'est beaucoup mieux. C'est manager son temps, quoi. On a une box pour ça. Ben voilà. Voilà. Et tu vois, tu prêches un convaincu, hein. Clairement, moi, j'ai plus aucune notification sur rien. Alors, des fois, les gens me disent, mais tu m'as pas répondu, t'as mis 3 heures. Je dis, ouais, mais pendant 3 heures, j'ai bastonné, j'ai fait des millions de sujets que j'avais à faire. Hum. Et là, j'arrive, t'es pas mort, le sujet est pas mort, il y a personne qui est mort, et je t'aide, et c'est très bien, c'est le asynchrone. Ah, C'est une vraie. Je pense que tu as la chance de pouvoir faire ça dans le contexte. Et puis bon, ça fait 7 ans que tu es en télétravail aussi, donc je pense que si elle est progressivement, c'est un vrai sujet, c'est une vraie révolution culturelle, hein. ah, mais clairement, hein, les Il y gens me a, il y a, détestent il me y dire de a faire ça, hein. ouais, peut-être, mais il y a un vrai. Enfin, ça crée plein de choses, hein, ça cristallise beaucoup de choses. Euh, tu as pas mal de managers, alors, c'est plutôt les grosses organisations, je suis désolé de faire une espèce de dichotomie un Non, peu bizarre, mais t'inquiète. petit gros, mais tu as pas mal de managers qui, avec le confinement, se sont dit, mais à quoi je sers? Parce qu'en fait, ils étaient plus dans le contrôle des gens autour d'eux. Oui, Euh, les gens répondent plus à mes emails. Euh, j'ai pas de nouvelles. Je fais des points d'équipe, ils viennent pas.
Et en fait, ça questionne beaucoup le statut du manager, ce qu'on lui demande, ce qu'il doit faire, comment il doit interagir. Et ça va prendre du temps. Il y a des gens qui vont s'y faire, il y a des gens qui vont moins s'y faire. Mais moi, je trouve ce sujet passionnant parce qu'en fait, tu touches vraiment à plein de domaines et tu as plein de niveaux de zoom possibles dans ce sujet-là. Nous, on a choisi d'être vraiment sur le zoom, une équipe opérationnelle, donc on va dire un manager, en tout cas un team leader, et les gens qui gravitent autour de lui, qui sont sous sa responsabilité, entre guillemets, sous sa coordination, on va dire, plutôt. Et ça, c'est passionnant, parce qu'en fait, c'est là où tu peux vraiment transformer les choses. J'ai fait du service avant, Ouais. les gros, et je sais ce que c'est de, effectivement, les gros plans de transformation, et c'est nécessaire aussi pour animer un petit peu tout le monde. Mais la vérité, c'est que ça se passe, enfin, le changement, il se passe quand les gens se parlent et sont vraiment en cellule d'équipe. En tout cas, c'est notre conviction, et c'est là-dessus que nous, on veut bosser et apporter des solutions. Et franchement, j'ai essayé plein de façons de faire et en fait, ça revient toujours aux humains. La Hmm. première startup où j'ai bossé, il y avait plein de gens, je leur ai dit toutes les bonnes méthodes, tu vois, j'avais tout lu bien comme il faut, j'aurais tout expliqué et puis rien qu'à marcher. Et puis je les ai engueulés parce qu'ils comprenaient rien. Et puis ils m'ont dit, mais pourquoi tu nous engueules? Enfin, genre, enfin, c'était illogique en fait. Et je pense que effectivement, la, embarquer les humains, ben, ça prend du temps, il faut qu'ils apprennent, il faut leur répéter, il faut les engager. C'est pas juste en leur filant un cours que ça marchera, quoi. C'est en faisant plein de petites choses qui viennent un petit peu enrichir cette expérience pour que ils en soient imprégnés. Il y a un peu un mec que j'aime bien qui s'appelle, qui a rien à voir avec le sujet, mais qui pratique un petit peu la même chose que ce que je viens de dire, c'est que il s'appelle Antoine BM. Il fait des emails quotidiens tous les jours. Il envoie des emails où il parle de marketing. Et Ok. lui, en fait, il met en avant le fait que c'est super important de faire plein de petits contenus plutôt que des gros contenus en marketing parce qu'en fait, pour lui, c'est la meilleure moyenne d'imprégner les gens, c'est de quotidiennement leur ramener une petite couche supplémentaire de quelque chose, de l'éducation, de ce que tu veux vendre. Et du coup, à la fin, ils sont convaincus. Alors, ça va mettre peut-être 45 jours, mais ils seront extrêmement profondément convaincus. Tu leur auras pas volé une vente. Ils seront vraiment convaincus s'ils sont restés après ces 45 contenus. Et même si c'est des contenus très courts. Hmm. Et du coup, je pense que c'est comme ça qu'on éduque le mieux les gens. C'est en leur donnant plein de petits coups de pouce et jusqu'à qu'ils progressent, quoi. Leur donner une méthode, un gros livre en mode, ben voilà, ça fonctionne. Tu lis ça et c'est bon. Ouais, c'est bon. Après ça, tu sais faire de l'agile. Ah, ok. Et ouais. Mais voilà. Mais j'aimais bien ce que tu as dit tout à l'heure sur les managers aussi, sur leur place, où j'ai l'impression, en tout cas en France, que notre vision du manager, c'est plutôt un contrôleur. Tu vois, le mot, le mot qui les définit a été déformé après dans leur poste, parce que alors moi je travaille en startup, donc c'est facile pour moi Hmm. de contrôler comment notre environnement se construit, notre culture se construit, mais du coup on essaie vraiment d'avoir une dynamique plutôt d'accompagnateur, tu vois, que de manager encore, et c'est plutôt en fait, ça revient d'une expérience peut-être que j'ai eue, tu vois, quand j'étais jeune, mais au début, tu vois toujours au lycée, au collège, ton prof de sport qui te dit faites ça et il le fait pas. Et je trouvais ça nul. J'étais là, mais enfin, si toi tu nous montres pas et que tu sais pas le faire, comment tu veux que nous on y arrive? Et du coup, c'est un Hmm. peu ça dans l'idée que je mets en place chez nous, puisque je suis CTO et du coup, je suis team leader aussi. Et Hmm. j'essaie d'avoir une équipe comme ça. Je pense que c'est en montrant l'exemple et en faisant avec les autres que tu arrives à faire que tout le monde y arrive, plutôt que de contrôler si les autres le font bien, quoi. Je pense qu'on Ouais, on- c'est un bon point. Alors, effectivement, alors, je ne sais pas si c'est encore le cas sur le contrôle. Je pense que c'est vraiment en train de changer. Ce qui est sûr, c'est quand tu demandes à des très bons experts, est-ce que tu veux continuer à être expert sur ton sujet ou est-ce que tu veux devenir manager? Si tu n'expliques pas plus, les gens vont vouloir rester experts dans leur domaine. Et je pense que ça, c'est le truc qu'on fait. Alors, je ne sais pas si c'est en France, mais traditionnellement, effectivement, tu as une voie dans les organisations pour grandir, c'est tu devenir deviens manager. manager. Enfin, moi, je les voyais, hein, j'ai eu la chance d'encadrer pas mal des dizaines.
ouais, plusieurs dizaines de collègues, les gens ils veulent devenir manager. Mais quand tu creuses, tu te dis mais qu'est-ce que tu veux, enfin qu'est-ce que ça veut dire pour toi devenir manager? Ah mais c'est et en fait les gens ils savent pas très bien. C'est que c'est une espèce de croyance tout le monde que effectivement le- la vision là où faut être, c'est faut manager des gens. Et en fait, alors ça c'est un peu le truc global. Et après quand tu creuses, tu te dis mais enfin, moi, je pense qu'il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Et nous, on était arrivé chez Appilia, on était arrivé à faire deux voies. Effectivement, une voie où tu continues à développer, par exemple, et t'encadres des équipes. Et effectivement, tu as un levier où enfin, es manager coach, comme tu l'as précisé tout à l'heure. C'est en gros, t'aides les plus juniors à progresser sur les sujets, sur la prod, sur voilà, des choses comme ça. Et tu avais une deuxième voie où tu restes expert. Tu n'as pas tellement de gens en reporting managérial. Par contre, c'est au niveau de l'organisation que tu as un vrai rôle de maintenir toute l'équipe super à niveau sur les dernières technos, sur la Mm. façon de faire, sur les opportunités d'aller plus loin. Et en fait, t'as ces deux voies-là qui sont pour moi pas du tout incompatibles. Mais tant qu'on dira effectivement quand tu es manager, bah en fait, t'arrêtes de mettre les mains dans le cambouis, je pense que les gens se désintéresseront de ce rôle-là. Parce qu'en gros, ce qui est intéressant, enfin, c'est complexe quand même de dire à quelqu'un qui a progressé sur un sujet pendant 4 5 6 ans, Tu lui arrêtes. dire, bah maintenant, tu lèves les mains du clavier et tu vas faire de la coordination. Déjà, il a l'impression d'avoir perdu ce qu'il a fait pendant 5 ans. Et deux, il redécouvre un métier. Alors, si on parle des publics ingénieurs, enfin, je sais pas quel, enfin, je Ouais. sais pas quelle étude tu as fait, mais globalement, tu as fait des études techniques ou d'ingénieur, tu n'as jamais été sensibilisé à ces sujets. Alors, c'est peut-être changé hein, depuis que j'ai quitté les bancs de l'école, mais tu n'as jamais été sensibilisé à ces questions d'humain, à ces questions d'écoute, à ces questions de feedback. Et donc, en gros, soit tu as effectivement un naturel où tu vas aller vers les autres, tu vas chercher à te former comme tu l'as fait toi, soit effectivement tu vas te retrouver complètement paumé, tu as perdu ton expertise et en plus tu apprends un nouveau métier. Donc en gros, ok, tu as le titre, mais en fait tu es redescendu en confiance en soi, même c'est un peu compliqué quoi. Ouais. Euh, Tu as un nouveau donc du métier qui coup, ne correspond à rien à ce que tu faisais avant. voilà, Bonne c'est chance. ça. Donc ça c'est un vrai sujet enfin, nous on le voit aussi, hein, le public jeune manager, on a on est en train là, de développer, là pour le coup c'est une offre, hein, c'est pas un produit, mais on vient agréger effectivement et nos box management et l'application journal sur un format plus starter pack. Où on va aider pendant 90 jours des jeunes managers à vraiment prendre leur poste. Moi j'aime bien, enfin le manager, ça veut tellement, j'aime bien le terme de cadre en fait. C'est un peu désuet, c'est un peu old school. Et tu vois, les managers font des cadres et en fait je trouve ça assez intéressant en disant bah en fait ta responsabilité c'est juste créer le cadre pour que l'équipe travaille bien. Et déjà, concentre-toi là-dessus. Ça veut dire quoi créer le cadre? Ça veut dire, est-ce que tu as des rituels? Comment tu les organises? Est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que tu es dispo pour eux? Est-ce que tu passes bien les messages? Enfin, voilà. Et ça crée plein de questions autour de ça. Mais l'idée, et c'est encore plus vrai là, peut-être dans lequel on est, c'est de dire, bah, il n'y a pas le cas, il y a plus le cadre du bureau physique. Donc, en fait, ton premier job, c'est juste recréer un cadre. Et Ouais. essaye de travailler sur ce sujet-là. Et ça marche, enfin, ça marche plutôt bien. C'est des choses simples, hein. On n'est pas non plus en train de, c'est pas des trucs compliqués. Mais Il y a des moments clés en fait dans la vie des managers, et je pense que la prise de poste en est une. Quand tu récupères une équipe, par exemple, quand tu as des nouveaux qui arrivent, c'est aussi des moments clés dans la vie de l'équipe et donc dans la vie du manager. Bah, c'est des sujets sur lesquels on doit et on peut apporter des outils, des clés de lecture, la littérature aussi, tu en parlais tout à l'heure, de l'inspiration, pour que les gens se sentent moins démunis, parce que c'est super. Il y a quand même un certain nombre d'heures par jour au travail. Se retrouver face à des situations où on se dit, mince, c'est moi qui suis en charge et je sais pas comment faire, je suis complètement paumé. Je suis sûr qu'il y a déjà des milliers de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation-là avant moi. Comment je peux m'en sortir? Et c'est là-dessus où nous, on va venir aider et avec du contenu effectivement qui est plutôt pédagogique comme nos box et avec des outils super simples pour juste se rassurer sur le fait qu'en fait il y a bien un cadre qui est posé. Si quelqu'un a un truc à me dire, il sait où me le dire. S'il y a un sujet, une décision à prendre, elle est notée dans la colonne décision et on va en parler ensemble. C'est rassurant et pour le manager et c'est rassurant et pour ses collègues qui sont voilà, sous sa coordination. la structure, c'est important. Après, il faut pas. Tu as toujours des contre, des contre-indications aussi. Quand tu mets trop de structure, après plus rien ne bouge et tu as un problème. Oui, Mais un minimum de structure et transparente, je pense, c'est vraiment le truc essentiel qui fait que les gens se sentent à l'aise.
et qui savent justement si j'ai des questions à demander ou si je les mets, etc. Effectivement, vaste sujet. Ah, c'est un sujet passionnant. Ouais. C'est un sujet passionnant. Alors, on va revenir un petit peu parce que le temps court. Et on va Moi, je t'ai revenir. suivi, hein, je te voyais dégraisser. Moi, je pars Ouais, avec toi ouais, faire non, une mais promenade. Hein, c'est donc, très bien, c'est très bien. On va juste essayer de revenir à nos deux, trois questions essentielles sur ton projet et puis après on repartira à la dérive si tu veux. Donc du coup, là, ça fait 3 ans du coup que vous êtes lancé. un peu Euh, moins, ouais. un La peu. structure, elle a 2 ans. Enfin, on a commencé à réfléchir un petit peu avant, mais tu vois, la structure, je crois que c'est 15 janvier 2018. Donc, c'est un peu moins de 3 ans. Ok. Et ça fait 1 an que tu as un produit en SaaS et ce Hmm. produit, tu as commencé à le vendre direct ou pas? Ou c'est très... Alors, il est packagé sur certains. Il n'est pas en vente. C'est un SaaS qui n'est pas en vente en ligne. C'est assez drôle. Pour l'instant, il est plutôt packagé sur du très très B2B Ok. avec nos clients historiques sur les box. On est venu ajouter ça comme un add-on. On a une volonté pour les gens en ligne. Alors, on a une bêta. Enfin, les gens peuvent laisser leur email sur teambakery.com/journal. Enfin, bon, Ça sera on dans les mettra les notes. liens en description, mais globalement, on est en train d'onboarder progressivement les gens là-dessus. Ok. Ça reste une bêta, donc on ne fait pas payer les gens. Il y aura un prix, mais on ouvre l'accès gratuitement aux premiers utilisateurs. Et par contre, effectivement, il est packagé forme classique, alors très proche de ce que je faisais à l'époque où je faisais du service en licence annuelle pour nos clients grands comptes. Voilà. On a par exemple Chrono, on a Mazar, on a Accenture, des gens comme ça D'accord. qui sont clients chez nous. Tu peux donner une approximation du MRR que ça génère, ça? Hum, non, je peux pas te donner le chiffre. Par contre, je peux te dire qu'on est rentable à deux. Alors attends, enfin, sur notre CA global, on est bien rentable à deux, on se paye correctement. Donc ça reste un CA modeste, on est en première année d'exercice, mais c'est plus d'une centaine de milliers d'euros sur l'année. Donc voilà. Ok. Mais c'est le début. Et en vrai, je serais incapable de te le dire parce que vu que j'ai fait des licences annuelles, je sais Oui, pas quand est-ce que c'est. Voilà. On n'est pas encore dans le schéma. Je pense qu'on va y arriver, mais on veut surtout pas se stresser. On a la chance d'avoir les autres leviers business que sont nos box qui nous donnent aussi des, comment dire, des halal qui nous permettent de manger, pour faire simple, qui nous ramènent du CA. Donc, plus en fonctionnement campagne, là, sur ces trucs-là, on est sur des campagnes annuelles, où on envoie 6 box tous les 2 mois à ces collaborateurs-là, mais on construit strat par strat et pour l'instant, on joue sur les 3 leviers. Et sur le SaaS, on sait que ça prend plus de temps. ouais, Je pense que tu en as parlé dans pas mal de tes autres épisodes, mais en gros, nous, on a cherché un moyen de financer notre croissance, enfin, déjà d'en vivre correctement avec nos familles, et ensuite de financer notre croissance. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on allait aller progressivement plus sur du soft et plus sur du full numérique, mais que bah, on allait faire des choses dans l'ordre. Déjà, on se fait connaître sur ce marché-là, on apporte une proposition de valeur assez différente. Comme tu le disais, il y a du monde hein, sur la partie alors, je sais pas si c'est animation, synchronisation, chat, productivité en ligne. Il y a du monde. Nous, on a un levier. Enfin, comment dire on, on va pas tout faire. On est deux. Hein, donc on n'a pas la prétention de dire qu'on va aller se mettre face aux très très gros du secteur. En revanche, on sait qu'on peut apporter de la valeur effectivement aux petites équipes qui ont envie de créer cet endroit un peu calme où on prend du recul toutes les semaines, en tout cas à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on se coordonne. On veut mettre en place la synchrone, on veut y aller progressivement. Et surtout, on veut réussir à bosser hors du flot des notifs. Ça, c'est un truc qui nous tient à cœur. Nous, enfin, pour être simple, hein, le soft, à la base, c'est un truc qu'on a créé pour nous. On a testé plein de trucs, de Trello, Basecamp, Slack. Enfin, tu vois, ça fait quasiment 8 mois qu'on n'utilise plus Slack. Jamais. ah oui, On utilise plus Slack. On a le journal et si jamais il y a une urgence, on s'envoie un SMS. Mais ça arrive une fois toutes les 4 semaines, quoi. Mais sinon, on fait tout là. Dès qu'on a un sujet, on le rentre là. ok, ouais. Donc ça, c'est un vrai sujet. Bon, alors après, on sait qu'on n'a pas vocation à servir toute la Terre et qu'on va cibler des gens bien précis, des gens qui Oui, tu veulent cherches une vraiment niche. avoir cette. Bah, je cherche une niche, ouais, et puis on est convaincu qu'il y a pas mal de monde qui a besoin de retrouver cette sérénité et de se dire, bah en fait, mais en fait, on peut réussir à travailler sans recevoir des notifs toute la journée.
Et on peut réussir à travailler juste en se posant peut-être 10 minutes tous les soirs en disant, OK, quels sont les sujets que j'ai besoin de donner à l'équipe? Ou quand j'y pense, bah tiens, je me note le truc, on en parlera la prochaine fois qu'on se voit. Oui, c'est ça. Bah, clairement, moi, dans le process, je fais ça, genre, une fois que je m'arrête à midi, je regarde pendant 10-15 minutes les trucs que j'ai reçus, qu'il faut que je réponde, comme les emails, quoi. Je fais un petit check et Exactement. pareil en fin d'après-midi, c'est tout. Fin. Très simple. Ouais, je peux te faire une dissertation sur l'email aussi. C'est un sujet qui me passionne. Je trouve que c'est un outil qui est tellement puissant et tellement mal utilisé, mais bref, Je l'ai c'est un autre détesté pendant sujet. longtemps et je Euh, suis plutôt d'accord avec toi. Si tu veux, je l'ai détesté parce qu'il est mal utilisé, comme on déteste plein d'outils dans notre monde qui nous entoure parce qu'on ne sait pas les utiliser ou que les gens les utilisent mal. C'est comme les gens qui te disent l'argent c'est nul, ça détruit le monde. C'est juste un outil, c'est juste un outil. Oui, peut-être des gens l'utilisent mal, effectivement, mais ça c'est pas en relation avec intrinsèquement l'outil, quoi. Donc ouais, ouais, je suis absolument d'accord avec toi sur l'email. Bah, du coup, on a fait un petit peu cette question-là. Donc, en gros, tu tentes de plus en plus à aller vendre ton SaaS finalement, pour avoir un petit peu ouais, moins bah, en besoin gros, de voilà. revendre tes services chaque jour, quoi. Alors, il y a un truc qui est super intéressant dans ce qu'on a fait avec les box. Moi, j'ai fait du service avant, donc je savais ce que c'était de vendre du temps. Alors, on avait la chance, c'est qu'on vendait beaucoup de forfaits, donc on arrivait à avoir une belle marge à la fin de l'année, parce que effectivement, on était plutôt beaucoup plus efficace que Ouais, si on vendait ça au jour. Euh, tu as toujours le sujet. Alors, la formation, par essence, est un métier qui ne scale pas. C'est impossible de scaler de la formation. Tu es formateur, tu te rends ou tu fais une visio, bah, tu peux vendre que tes temps et tu peux pas faire 20 000 sessions dans une même journée. Alors, aujourd'hui, on fait pas 20 000 box par journée, ouais, j'espère. Je touche du bois pour qu'un jour ça arrive. Mais globalement, on a un outil qui scale plutôt bien, qui est un outil physique. C'est très bizarre. Ce que tu dis, ça peut oui, scaler avec un outil physique. C'est qu'en fait, effectivement, on a du contenu qu'on peut amener. On a une capacité pour un prix complètement accessible à vous envoyer tout ce qu'il faut pour vous animer ces séances-là ensemble. Donc ça, c'est un truc de base qu'on essaie de créer. Après, effectivement, on connaît les limites de ce sujet-là. C'est qu'il y a pas mal de logistique, effectivement, il faut envoyer les choses dans le jour. Contrairement à ça, où tu payes, tu as accès au produit, bah là, tu payes et tu reçois ta box 2, 3, 4 jours après. Ce qui est un peu compliqué, il faut que tu t'organises. Euh, donc effectivement, les box, on a testé plein de choses, on a eu plein de fails. Et aujourd'hui, le truc qu'on fait, c'est tu peux qu'effectivement, on parler fait du... d'un de tes fails? Ouais, bah, le tout premier, qui était un raccourci trop rapide, je pense, c'est que on s'est dit, tiens, on va faire des box pour les équipes. Ah bah on va prendre, nous, effectivement, le MRR, tout de suite, on voulait du MRR, c'est génial. Donc on va faire des box sur abonnement. Alors, on a des clients qui fonctionnent comme ça, mais aujourd'hui, c'est une minorité de nos clients qui fonctionnent comme ça. Parce qu'en fait, déjà, c'est super engageant de faire une box avec ton équipe. C'est-à-dire que tu prends le temps de faire ça avec ton équipe, de regarder comment c'est fait, d'organiser une séance avec ton équipe. Tu te mets en certaine manière en danger en tant que manager. Ça vous démontre une forme de courage. Se dire, oh, tiens, je prends et je me repose pas sur quelqu'un de l'extérieur qui va venir nous expliquer comment on fait, nous tenir par la main et nous faire accoucher de nos idées. On va le faire nous-mêmes et on a confiance sur le fait qu'on y arrive nous-mêmes. Une box par mois. Au départ, on faisait des box, il y avait 3 expériences dans chaque box. Enfin, tu vois, en bon ingénieur, on avait pensé à tout. Le livret, il est 50 pages. Enfin voilà, on Waouh. disait, faut que les gens en aient pour leur argent, donc on va faire un truc hyper complet. La réalité, c'est que les gens disaient, mais il y a beaucoup, enfin, je prends une box, je peux la faire traîner sur 4 mois. Donc déjà, on a repensé nos box. Ça, c'est le premier point. Et après, on s'est dit, bah non, en fait, euh, enfin, on a continué, on a pas mal testé à cette formule d'abonnement. Et en fait, on s'est dit, non, mais faisons plutôt un shop, augmentons le prix de nos box, mais faisons un shop. Et en fait, les gens vont venir naturellement. S'ils ont aimé, ils vont parler autour d'eux et ça va revenir. Et donc, tu vois, c'était ça un peu le souci qu'on a eu au départ. L'idée qu'on avait était vraiment trop bonne pour nous. Et donc, on s'est dit, tiens, on va prendre le business de la box sur abonnement et on va la transférer dans le monde professionnel. On est en train de le faire d'une certaine manière, mais avec des modalités complètement différentes. Parce que effectivement, on n'avait pas vu les leviers de la box sur abonnement qui sont vraiment je me fais un petit plaisir, c'est pour moi, c'est très personnel. Alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus collectif, qui a vocation à faire évoluer les choses, mais qui ne peut pas être sur la même fréquence. Tu ne peux pas faire Ouais. ça, tu peux le faire, il y a des équipes qui le font, mais
Quand on interroge nos clients, même s'ils reçoivent une box tous les mois, en général, il ne se passe pas exactement un mois entre deux box. Il va y avoir des périodes où ils vont faire deux d'affilée à une semaine d'écart, et puis il y a 2 mois où ils ne vont pas faire de box. Donc il a fallu adapter un petit peu ces modalités-là. Euh, C'est une très belle pause, mais je t'ai perdu. Hello Baptiste. Ciao. Moi j'ai Google. Trop bien. Ah, il faut brancher l'ordinateur, je pense. C'est mieux. Allô. Hello. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Petite coupure. Ouais, Ça arrive. j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, effectivement, je te disais que ça, c'est notre fait, c'est d'avoir voulu trop calquer le modèle à la base. Et Yes. c'est un peu le défaut qu'on a eu à plein de niveaux au départ, et qu'on est en train de vraiment. On a changé notre fusil d'épaule là-dessus, et maintenant, on va parler à nos clients d'abord avant de développer quoi que ce soit. Je pense que C'est ça, ça c'est. l'enseignement, c'est d'abord leur parler, puis Ouais, après. d'abord leur parler, créer du contenu, de l'attrait pour ce que tu fais, tester tes idées avant de sortir les trucs de terre. Euh, Tu vois, là, pour la consort ces jours-ci, il y a eu quasiment 1 an et demi d'usage intensif par nous, et depuis 1 an, on a vraiment des gens qui testent une version qui est. Enfin, quand je vois la version qui teste, je me dis bah, vivement qu'on les passe sur la nouvelle, parce que c'est vraiment moche. Mais par contre, on a pu tester plein de features, avoir plein de retours de leur part sur ce qu'ils font, ce qu'ils utilisent, ce qu'ils n'utilisent pas, ce qui est une bonne idée, ce qui est une fausse bonne idée. Ok, très bien. Eh bien, c'est une très bonne réponse à ma dernière question de partie 1. On va pouvoir passer à la partie 2. C'est quoi un peu les objectifs avec Team Bakery? Pour le moment, vous êtes deux, vous voulez aller où? Vous êtes combien dans le futur? Alors nous, on veut être deux le plus longtemps possible. Mhm. Euh, voilà. Moi, on s'est fixé un cap, mais qui veut rien dire en fait. Dit comme ça, on voudrait faire 1 million d'ARR à deux. Euh, donc, tu as plein de façons de le voir. Ça peut plutôt dire quelque chose hein, pour moi. Ouais, C'est... ouais. Après, comme tout objectif, c'est le cap que tu te fixes. Après, ça veut rien dire, mais globalement, nous, on est hyper content de là où on va pour l'instant. On est hyper content de faire des produits physiques. Ça, c'est un truc qui nous éclate aussi parce qu'on sait qu'on a craqué un truc avec ça, qu'on a une position sur le marché qui est différente et enfin voilà. Nous, on n'est pas des formateurs en fait. On aide les gens à faire des choses par eux-mêmes. Et ça, c'est un truc qui est central pour nous. On veut aider les gens à être plus autonomes. Euh, on ne croit pas au côté te faire paterner ou materner sur ces sujets-là. Il y a un moment, il faut faire preuve de courage et il faut aller plus loin. Et nous, si on peut t'aider et si on peut t'amener des outils pour que ça se passe bien, on le fait avec grand plaisir. Ça, c'est un truc qui est assez central pour nous. Et après, quand je dis 1 million d'ARR à deux, je ne sais pas si on arrivera à deux, je ne sais pas si on arrivera à 1 million, mais en gros, on, on aime bien aussi l'idée de automatiser très vite ce qui a marché. Euh, Là, on est en train de mettre des trucs en place sur notre verticale prévention, on met pas mal de choses en place. Sur la partie box, c'est déjà bien en place. Box management, c'est bien en place. Sur la partie ça, c'est pas du tout en place parce que enfin, c'est pas en place. Il y Bah, a c'est beaucoup de en choses. bêta pour le moment encore, donc... Ouais, non, mais je parlais plutôt de la partie, tu vois, tout ce qui est onboarding, tout ce qui est Ouais, les à côté du SaaS, au-delà de la valeur pure de ton produit, tout ce qui va te permettre de générer. Donc ça, c'est un point très très important. On veut rester petit parce qu'on est convaincu que en fait, tant qu'on n'a pas craqué le truc, ça sert à rien. Enfin, craqué. On l'a craqué le truc, mais tant qu'on n'a pas vraiment le truc qui fait multiple tout seul, bah, ça sert à rien de morder du monde. On va passer trop de temps. Ouais, puis on se connaît très bien en fait avec Arnaud, donc c'est vrai que
c'est Bah, un peu c'est compliqué. bien plus facile. Ouais, voilà, donc ça c'est un premier truc. Euh, Où est-ce qu'on Là, veut aller? là, Bah, quand tu connais bien quelqu'un, tu es plutôt dans la phase où t'as pas besoin de parler, en fait. mm. C'est- Après, le vrai challenge qu'on va avoir vite quand on va lancer le SaaS, c'est l'internationalisation. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des clients quasiment 100% français ou limitrophes. Sur le SaaS, tu vois, le SaaS, la nouvelle version, elle est tout en anglais. La vocation, quand même, c'est d'aller tout de suite à l'international. Parce qu'on sait aussi que la niche qu'on adresse, en fait, elle n'est pas franco-française, hein, sujet global dont on parle. Euh, et ça va être un gros challenge. Non pas qu'on parle pas bien anglais, mais que ça oblige à revoir beaucoup de choses dans nos mécaniques de vente et même de communication aujourd'hui. Mais c'est un sacré défi et moi enfin, on va bien se tester sur le marché français, mais après on va aller très D'accord. vite à l'étranger. C'est un truc qui moi me motive pas mal. Et ouais, là le truc du moment c'est le flash où enfin, il y a encore plein de questions en suspens et tout, mais on a vraiment hâte de faire tester ce qu'on a fait Là, à 10 000. vous avez combien de bêta-testeurs qui attendent la nouvelle version là? On a je sais pas plus dire, mais un peu moins de 200 équipes là, Oui, c'est pas mal déjà. que j'alimente avec des choses, avec du contenu, mais bon, il y a un moment, ils vont se dire oh, vous êtes sympas les gars, mais On veut mettre les mains dedans. ouais. Non, mais après, ce qui est cool, enfin, si je me concentre sur le marché français, ce qui est cool, c'est que tu vois, enfin, l'audience qu'on a créée en France, les outils que, effectivement pour se faire connaître en France, ils vont aussi nourrir ces sujets-là, quoi. Et en réalité, le public qui utilise les box, c'est pas fondamentalement différent du public qui va utiliser l'application demain. Donc tout ça se parle aussi. Et d'ailleurs, voilà, plein d'idées de levier qu'on aimerait créer parce que il y a un moment, nous, notre vision, c'est de réconcilier le monde du learning avec le monde de la productivité parce que c'est ça le challenge du manager aussi. C'est un, faire bien bosser les gens ensemble et deux, les faire grandir. Oui. Et ça, c'est vraiment un truc. On a vraiment encore plein de trucs à craquer, mais c'est un truc sur lequel on se dit, bah ouais, faut qu'on arrive à remettre le learning plus dans les équipes opérationnelles. Et puis, il faut qu'on arrive aussi enfin, à aider les gens à travailler plus calmement s'ils le souhaitent, quoi. Enfin, pas calmement, travailler plus dans le calme s'ils le souhaitent. Plus dans le calme, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mm. Mais c'est une belle mission. J'espère que Je te tu y arriveras. remercie. J'espère que tu y arriveras. Du Oui, on y coup, arrivera, il faut juste qu'on prenne le temps. Et ça, je pense que c'est un sujet aussi. Enfin, ce qu'on fait avec nos box, avec les verticales qu'on crée, c'est qu'on se crée du temps en fait. On se crée du temps pour mettre en place le reste. Et ça, mm, c'est un super et je trouve, sujet quand t'es je finis juste, mais quand tu es oui, indépendant, c'est ça le vrai luxe en fait. C'est de réussir à trouver tes premiers leviers pour t'acheter du temps sur la suite. Tu es un peu dans cette course-là, mais voilà, c'est le gros sujet, c'est le gros sujet pour nous et c'est là où on s'éclate aussi. On est très content des petites victoires pardon, et c'est ce qui nous permet de bien construire l'avenir. mm. Et c'est un des trucs, du coup, c'est tout à fait complémentaire avec ce que tu étais en train de dire, que je trouve qu'en tant qu'indépendant ou créateur de business, on loupe un petit peu, ou en tout cas, c'est pas bien mis en avant quand tu écoutes ou tu lis des choses au sujet de l'entrepreneuriat, finalement, c'est le fait que quand tu vas te lancer dans un business, tu vas avoir des choses à apprendre. C'est inéluctable, tu vas avoir des choses à apprendre. Et en fait, si t'as pas suffisamment d'argent pour prendre le temps d'apprendre, ben, tu arriveras à une deadline où ben, tu n'as plus d'argent, du coup tu dois arrêter ton projet. Mm. Et, et souvent on ne se rend pas compte, on se dit ben, je vais lancer un produit, je vais faire tant. Oui, peut-être. Mais c'est surtout, tu vas lancer un produit, tu vas prendre des feedbacks, tu vas apprendre de toutes les conneries que tu as fait dans cette première version. Ça va prendre un certain temps de modifier, tu vas revenir voir tes utilisateurs, et là peut-être certains vont acheter, ou pas. Tu vas réapprendre et tu vas itérer jusqu'à arriver Mm. à un moment clé qui est le moment où tu as vraiment compris suffisamment de choses pour que les gens sont vraiment prêts à acheter en masse. Et du coup, là, tu inverses ton, ton problème, quoi. Maintenant, tu as plein de gens et c'est plus la même problématique. Mais souvent, on oublie ça.
Et je trouve que avoir commencé par du service, c'est un bon moyen de ne pas te retrouver à faire comme on fait souvent, c'est qu'on se dit, bon ben, maintenant on arrête tout, on prend Pôle emploi pendant 2 ans, on se met en création d'entreprise et on se lance. Et du coup, tu as une date de mort qui arrive super vite, parce que 2 ans, ça va vite. Et quand tu lances un projet, ben, surtout au début, quand tu sais que tu as 2 ans d'un coup, ben, tu vas faire les choses tranquilles les 6 premiers mois. Puis après, les 6 mois d'après, tu te diras quand même, ça fait déjà un an. Et puis là, tu vas commencer à parler à tes utilisateurs. Et bref, tu commences à vite à court d'argent. Parce que quand il te reste que 6 mois de cash, t'es pas bien. Alors que si tu as un système avec du service un petit peu, et c'est ce qu'on a fait à Cachetori, ben en fait, tu essaies de faire un équilibre, on va dire, du dosage. Genre au début, tu as commencé, tu as fait que du service. Puis là, t'es pas content parce que ben, c'est pas du tout ce que tu voulais faire au final. Donc tu réduis un peu le service, tu mets un peu plus d'énergie dans ton produit. Et puis ça prend pas trop, alors tu remets un peu dans le service pour pas être à court d'oseille. Puis tu reviens, et puis petit à petit, normalement, tu arrives à inverser les deux courbes. Et tu as beaucoup plus au bout de 3 ans, on va dire, puisque c'est le délai moyen, je pense, en France pour apprendre à être un bon entrepreneur. Si tu as de la chance, tu vas plus vite, mais c'est plutôt 3 ans. Au bout de 3 ans, tu arrives à vivre de ton produit, quoi. Mmh. Ouais, c'est un très bon point. Et tu vois, nous, quand on a commencé Team Bakery, alors moi, je sortais de 7 ans où j'ai fait que ça, que du service. Donc j'étais un peu, heu, Ouais, pas en rejet, mais vraiment à dire: «OK, je vais faire autre chose». Et en fait, déjà, je me suis rendu compte que j'ai complètement, réappris. J'ai réappris des choses, c'est-à-dire que j'ai dû, moi, je savais vendre des projets en centaines de milliers d'euros. Bah, là, il a fallu que j'apprenne à vendre un produit qui coûtait 200 balles. Donc en fait, bah, tu peux pas passer autant de temps avec les gens, tu l'organises de façon, tu apprends à écrire. Enfin vraiment, moi, j'ai une cour d'apprentissage, par exemple en marketing, qui est genre dingue depuis 2 ans et demi. C'est vraiment un truc, je suis hyper content parce que je voulais, vraiment apprendre à écrire, choses comme ça. Donc ça, c'est génial. Et j'ai pas été payé pour, mais c'est vraiment un truc, une skill que, bah, une fois que tu l'as, en fait, tu l'as tout le temps, quoi, et ça te sert dans la vie perso, dans la vie pro, c'est assez clairement. rigolo. Heu, Après, pour revenir sur le service, effectivement, alors nous, les box, il y a une partie service, il y a une partie, produit dans ce qu'on vend, mais la réalité et là où le modèle est intéressant, c'est qu'en fait, tu fais du service pour apprendre. Alors les clients, ils le savent et ils l'acceptent, en fait, parce qu'ils bossent avec une start-up, donc ils savent que ça va pas être parfait. Mais ils sont, ou avec des indépendants d'ailleurs, heu ils savent qu'il y a, alors tu as une expertise, mais ils savent qu'effectivement ça va être adapté au contexte et nous on le dit clairement, hein, il y a des, par exemple sur la prévention, on dit, bah, nous on est capable. Il y a des thématiques par exemple qu'on n'adresse pas, on dit, ce qu'on dit à ce moment-là, c'est, bah, en fait on ne te fait pas payer 100 de la prestation, par contre, vous êtes OK pour qu'on réutilise une partie du contenu qu'on a créé avec vous ailleurs. Et là, ils sont complètement d'accord. Eux, là, ça leur vient moins cher, ils s'en fichent de ce qu'il y a ailleurs. Et globalement, Oui, toi, bah, toi, tu as appris à leur contact et en plus, le produit que tu fais, tu peux expliquer aux autres qu'en fait, tu l'as créé pour un de leurs, pas concurrents, mais des gens du même domaine. Donc en fait, tu as un truc qui est hyper vertueux. Euh, et donc ça, c'est vraiment génial. Moi, je l'ai dit, enfin, t'es payé pour apprendre, c'est quand même cool, d'une certaine manière. T'es payé. Alors oui, ça te défocalise un petit peu je pourrais être full sur l'appli, mais full sur l'appli, enfin, tu sais comme moi que le temps d'appropriation d'un soft, il n'est pas immédiat. Donc moi qui suis d'un naturel assez impatient, je ne serais pas heureux oui. si je travaillais comme ça. Je préfère prendre du temps avec des clients, enfin, être payé pour prendre du temps avec des clients et que ça nourrisse, le soir, le week-end, la nuit. Enfin non, je rigole, je travaille pas la nuit moi. Je travaille pas le soir non plus. Mais globalement, que ça nourrisse ta réflexion globale et que ça vienne nourrir, les discussions que j'ai avec mon associé Arnaud ensuite en disant: «Ah ouais, mais en fait, ce que tu proposes là, c'est cool parce qu'il y a tel manager qui m'en a parlé, elle, son problème, c'est ça, ça, ça». Et en fait, tu te rends compte qu'en ayant résolu un problème pour une, 2 personnes, bah, derrière, dans ton soft, tu vas pouvoir, trouver la feature, qui va venir, résoudre le truc a priori. Donc et après, quand je présente le soft à la personne, elle m'a rien demandé, mais je lui dis: «Tiens, on fait ça à côté». Elle fait: «Ah, mais c'est trop bien, en plus, ça résout ce problème-là». Donc là, tu vois, moi, je trouve ça hyper vertueux. Ça marche super bien quand tu es petit, donc c'est vraiment génial de faire cohabiter service et produit. Après, je pense qu'il y a un moment, quand ton produit il a décollé, tu as plus le temps de faire du service. Ou alors, c'est très ponctuel, c'est très bien payé, tu fais ça. Oui, voilà, du service premium. Ouais. Bon, voilà. Après, ce qui est chouette aussi, c'est que sur ces sujets-là, on est pas mal en avance de phase, hein, sur tout ce qui est expérience collaborateur et ces sujets-là. Bah, on est
pas non plus sur des TGM ridicules et c'est quand même des trucs intéressants, pour la suite et enfin moi, ce qui est super intéressant, c'est j'adore parler avec des managers opérationnels et ça me nourrit autant enfin, j'espère les nourrir et ils ont l'air plutôt contents du travail qu'on fait ensemble. Mais ça les nourrit aussi bien eux que moi. C'est plutôt cool. Après on retranscrit malheureusement, on retranscrit pas tout, tu sais, tu le volonté de tout mettre dans ton sac parce que tu as lu, il y a tel problème, tel problème. Non, tu peux pas faire ça. Mais globalement, c'est quand même Oui, intéressant. sinon tu fais une hydre à 6 têtes. Ouais, et puis surtout, ça nous permet, nous, on est d'anciens managers, mais là, sur le nouveau projet, on manage pas en direct, ça nous permet de rester vraiment en contact avec les problématiques aussi. Non pas qu'elles changent radicalement, mais en gros, effectivement, on reste dans le jus et on reste à bien comprendre Oui, les sujets du moment, quoi. oui, et puis par exemple, il y a des événements que tu n'aurais pas vécu, sinon si tu n'étais pas en contact avec les clients, tout Hum, le contexte du confinement, tu l'aurais pas eu. Ouais, Donc ton produit, il aurait forcément manqué quelque chose vis-à-vis de ça. bah nous, on l'a eu d'une certaine manière, parce que du jour au lendemain, on a arrêté d'envoyer des box, hein. On leur a quand même dit, on met tout en pause, vous êtes plus au bureau, ça sert à rien qu'on vous envoie des box, vous n'allez pas Ouais. pouvoir faire ensemble. Donc pendant le premier confinement, on a fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, on a trouvé une alternative sur la partie numérique de nos box. Bon, après, là, je sais pas combien ce confinement va durer, mais voilà. D'après les datas, long. Prenons les Donc, matchs les uns après les autres, comme on dit. ouais, c'est ça, c'est ça. On va juste prendre ce qu'on nous a donné pour le moment, on va dire. Exactement. Ça, c'est aussi un point qui est important, qui est une belle leçon, c'est de te focaliser que sur ce dont tu as la maîtrise. Le reste, bon, tu prends l'info, mais tu t'adaptes, mais ça sert à rien de trop se Ouais, prendre la tête moi, dessus. je suis même devenu extrémiste, je ne prends même plus l'info, ça ne me concerne pas, je n'écoute pas. Il y a des gens, je leur réponds pourquoi j'ai reçu cet email. Mais pour Mm. t'informer, est-ce que je peux agir là-dessus? Non, je ne me tiens pas informé. Ça va me remplir la tête pour rien. Mm. La meilleure action que j'ai fait sur Twitter récemment, c'est que j'ai blacklisté des mots, genre confinement, pandémie, Covid. C'est vachement mieux. Tu retrouves l'usage de Twitter que tu aimais bien. Ouais, Voilà. ouais, c'est Et un des c'est assez avantages cool. de Twitter versus Facebook. Je crois que Facebook, tu peux pas le faire, ça. Je sais pas, j'utilise très très peu Facebook. Oui, j'utilise plus du tout Facebook, hein, du coup, mais je pense que c'est pour ça que je l'ai quitté. C'est justement pour ce truc-là. Ok. Et du coup, on n'a pas du tout parlé de plein de choses, mais ça Mhm. commence à faire du temps qu'on a parlé ensemble. Alors, on va sélectionner les dernières questions. Vas-y. Euh, J'aimerais savoir, on va faire d'une pierre deux coups, comment tu as détecté un peu cette idée de team bakery et Mm. comment en général tu détectes une idée viable finalement. Alors, j'essaie dans ces moments-là, de ne pas parler, d'écouter, d'observer. Ce qui est compliqué parce que je suis très bavard, comme tu as pu le voir. Euh, L'idée de base sur Team Bakery, elle est née d'une discussion que j'avais eue avec mon directeur des opérations chez Applidium, donc la boîte là, où je suis resté 7 ans, vous avez du mobile. Globalement, il y a un moment où je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on forme le management intermédiaire parce que je me retrouvais à gérer, encore à gérer des pets sur lesquels en fait j'avais pas vraiment de levier qui pouvaient se régler au niveau opérationnel. On est passé par le schéma classique, on a fait travailler un institut de formation, il y a deux coachs qui sont venus plusieurs fois dans l'année pour animer du collectif. En fait, mon responsable d'opération, son numéro, en disant ouais, c'était génial et le contenu était vraiment bien, mais en fait, on aurait eu enfin, en gros, tu nous aurais donné tous leurs slides et tu nous aurais donné un peu de temps en sous-équipe pour qu'on bosse ensemble, on serait allé beaucoup plus loin. Ça, c'est le premier point. Tu vois, c'est le truc où tu te dis, bah, en fait, ouais, il y a peut-être un truc cassé entre la modalité de formation d'un côté et les attentes, les besoins et les temps dont disposent les équipes terrain. Ça, c'est le premier truc. On s'est dit, tiens, comment on peut réconcilier ces deux mondes-là? Et en fait, le sujet de la boxe, j'ai parlé du fail on répliquait le modèle exact de l'abonnement, mais en tout cas, le sujet de la box livrée au bureau nous semblait hyper intéressante parce que, un, elle crée de la surprise, de la découverte, de l'adhésion automatiquement, parce que c'est un peu un cadeau pour ton équipe. Et deux, bah, ça permet de regrouper les gens sur un temps assez court et de les faire réfléchir ensemble à ces sujets-là. Il y a une double lecture en fait dedans. Il y a un, on est ensemble, on se parle, ce qui est déjà, c'est-à-dire dans 80% des cas, c'est déjà un premier pas. Enfin, les gens nous le disent, hein. Ils nous disent merci de nous permettre de passer du temps ensemble. Et c'est un truc dingue quand même. Tu te dis, Il on faut est une ensemble toute excuse. la journée, quoi.
Mais c'est une bonne excuse pour ça. Et au-delà de ça, on se rend compte qu'effectivement, dans les expériences qu'on propose, on leur permet de mettre des choses en place, on leur donne des grilles de lecture, des gabarits, des méthodes pour, c'est peut-être pas les méthodes parfaites, c'est peut-être pas les méthodes qu'ils auraient choisies par eux-mêmes s'ils avaient passé des journées à regarder ce qui se fait. Mais globalement, ça a le mérite de poser un cadre sur des sujets. De... Quand je dis permettre aux gens de parler, c'est pas juste se marrer ensemble, hein. On est vraiment là pour effectivement évacuer des sujets, clarifier des. Quand on parle de délégation, par exemple, on revient sur des choses qui se sont passées, bien ou mal, mais sur lesquelles effectivement les gens ont besoin de drive et leur dire ok, le cadre c'est ça, totalement de faire ça, totalement de faire ça. Et pour l'instant, on reste comme ça, et on regarde dans 2 mois comment ça s'est passé, on ajustera s'il y a besoin. Mais voilà, on est vraiment sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est pour l'idée de Team Bakery à la base. Et par extension, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de distance complètement artificielle entre les managers et leur équipe dans les grandes organisations. Et c'est un peu ça sur lequel on bosse en ce moment. C'est-à-dire comment on réduit ce truc-là, ça n'a pas de sens en fait. D'accord, ouais. Soit les gens coordonnent et donnent le cadre et ils sont dedans, soit ils sont pas dedans, mais en gros, t'as pas d'intermédiaire, quoi. Tu peux pas être là sans être là et prendre de la hauteur. Enfin, bon, ça me semble un peu bizarre. Et après, pour tester la viabilité, alors on a de la chance, ça vient aussi avec pas l'expérience, mais avec le fait qu'effectivement le projet a bientôt 3 ans, c'est que maintenant on a un peu des managers pilotes. Dès qu'on a une idée, les managers et les RH pilotes d'ailleurs aussi, parce qu'on a des très bons. On a la chance d'avoir quelques RH à nos côtés qui sont hyper proactifs là-dessus. Dès qu'on a une idée, dès qu'on l'a un peu stabilisé, on passe des coups de fil, on échange, on fait tester même des protos. On a la chance d'avoir ce petit pool de personnes. Voilà. Après, moi, j'ai une routine qui marche bien. Alors, j'arrive plus ou moins à la tenir en ce moment, mais globalement, c'est de me forcer à appeler des gens tous les jours. Tous les jours à 18h, j'appelle quelqu'un. Ça peut être des copains, mais ça peut être aussi des gens du boulot. Je les appelle sans forcément de raison, mais juste pour discuter. Et, D'accord. euh, et ça, c'est pas mal. Moi, je suis assez sociable, donc en fait, le fait de travailler seul toute la journée, des fois, j'ai besoin d'exutoire. Mhm. Et alors, pas des consultations chez le psy, mais voilà, je les appelle pour prendre le pouls, savoir comment ça se passe, les sujets et tout. Et pas du tout un appel pour vendre, c'est juste un appel pour discuter, échanger, Pour le pour lien comprendre un social, peu. quoi. Ouais, et puis, alors c'est quand même très orienté sur les équipes, hein. C'est-à-dire, ah, Oui, tiens, c'est quoi tes sujets en ce moment, qu'est-ce qui se passe, tiens, on a fait ça, ouais, j'ai vu chez eux, ils ont fait ça, ça marche trop bien, ou on a lu un article qui était trop bien. Donc voilà, vraiment rester au contact ok. des gens, ça te permet de sentir, parce que sinon tu passes ta journée sur LinkedIn et tu es dans le monde biaisé de LinkedIn, et qui n'est malheureusement pas la réalité. Enfin, malheureusement ou Bah, les heureusement histoires d'ailleurs, bien parce que racontées, c'est pas la... Oui, c'est forcément pas la... tout le monde ne raisonne pas en 4 étapes et te demande de passer à l'action à la fin de la conversation. Non, non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Ok. Du coup, là, on a fait pas mal le tour de tout. On va pouvoir attaquer un petit peu mes questions finales. Ouais. Je pense qu'on a un peu parlé de pourquoi tu avais décidé d'être indépendant. Déjà, est-ce que tu as d'autres projets dans le futur que tu veux faire qui sont un peu en extérieur de Team Bakery ou peut-être un nouveau, une nouvelle branche que tu veux rajouter à Team Bakery? Alors ça, c'est mon associé qui est fan de side project. Il en a plein. Je vais pas te parler des miens, je vais te parler des siens parce qu'il y en a un que je kiffe. Il a fait un habit tracker de tout ce qui est consommation de viande. Donc tu vois, pour faire gaffe, alors il n'est pas végétarien non plus, mais il fait gaffe à Ouais, ça. Ça s'appelle No Meat Today. C'est une petite vache, le logo. C'est trop bien fait. Alors pareil, hein, c'est un truc qu'il a fait pendant 1 an et demi tout seul et il l'a sorti là au début d'année. Ça cartonne, c'est vraiment génial. C'est des cartoons assez naïfs, c'est ouais. assez rigolo. Il m'a convaincu de m'y mettre, ça fait 3 mois et je suis vraiment en train de devenir pas végétarien, mais j'ai réduit ma consommation de viande de manière exponentielle. Donc je le remercie s'il écoute ce podcast. Merci Arnaud. Non, moi j'ai des idées, mais là le side project du moment, c'est que j'ai un petit garçon qui a 3 mois. Du coup, j'ai un bon side project Ouais. en plus des 2 autres, donc ça, je m'occupe bien déjà. Euh, non, j'ai un truc, je sais pas si je vais le faire, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais j'ai un vrai truc pour expliquer la vente aux non commerciaux et notamment aux ingénieurs. En fait, c'est un truc contre lequel je me battais tout le temps.
C'était Ah, c'est les devs un qui grand comprenaient pas ce sujet. que faisaient les sales, et les sales ils disaient ouais les devs ne répondent pas et tout. Et je me dis il y a un vrai truc parce que moi je suis un peu au milieu de ces deux mondes-là. Je fais une école d'ingé, j'adore Ouais. vendre, c'est vraiment un truc que je kiffe, j'adore ça. Je sais pas si c'est bien de dire ça. Mais enfin, j'adore ces discussions et je trouve que Bah, tu peux aimer l'activité, c'est pas, il y a rien de ouais, malsain là-dedans. Ouais. spécialement la prospection ni rien, mais j'adore le moment où effectivement tu vas écouter les gens et tu vas essayer de trouver le truc dans ce qu'ils ont dit, qui va faire. Enfin, tu vois, il y a ce côté très très logique en fait là-dedans. Et en fait, je comprends pas le. Enfin, si je le comprends parce que je suis passé par ce moule-là et en fait, on a très peu de. On n'est pas du tout sensibilisé à ces sujets-là quand on a fait des études d'ingénieur ou quand on verse dans ce milieu-là, il y a pas grand-chose. Et ouais, si j'avais un projet perso là à lancer, ça serait vraiment ça. Alors quelle forme? Je sais pas, peut-être une newsletter ou un truc, ce que tu racontais tout à l'heure là sur un email. Je sais pas si j'arrive à faire un email quotidien là-dessus, mais je trouve ça hyper intéressant d'expliquer, parce qu'en fait, c'est des gens très cartésiens que je connais, hein, et avec des Ouais. termes très cartésiens, d'expliquer, tu vois, toute la logique de biais, toute la logique de, enfin, voilà, pourquoi les gens sont au téléphone, pourquoi les sales font du boulot au téléphone, pourquoi, enfin, tu vois, tous ces trucs qui rendent un peu, je fais de la caricature hein, quand je raconte ça, mais globalement, c'est quand même un vrai point de friction dans les organisations, et je me dis qu'il y a un truc pas trop compliqué, en tout cas un truc qui moi me plairait à développer autour de ce sujet. Mais même plus petit que les organisations en général, la communauté dont je fais partie, et qui sont les indie makers, on a un Discord où on est rassemblés, qui Mhm. s'appelle Le Chantier, qui est Ouais. dispo sur le site pour ceux qui sont intéressés. Et Allez vous abonner. ouais, allez, inscrivez-vous. Mais ce qui est ouf, c'est que tous les jours, c'est un sujet qui revient. Il y a un mec qui est dev, qui a fait un projet, qui dit j'arrive pas à le vendre. Hmm. Et tous, hein, moi, genre, on est là, on dit on n'y arrive pas. Donc si tu fais une newsletter, si tu viens la poster sur le Discord, tu as déjà 200 inscrits, hein. Parce que Bon bah écoute, clairement, c'est bien. c'est un Ça me sujet met. récurrent qui revient à fond. Du coup, ça me permet de répondre à ta question d'avant. Comment savoir si une idée est viable? Bah voilà, faut en parler. Ouais, voilà, n'ayez pas peur de parler de vos idées. Donc non, ouais, ça serait le truc. Mais je t'avoue que là, je suis concentré. J'essaie d'être concentré, de pas faire trop de trucs. Oui, Je suis dans la, ok. je suis dans la phase de l'année où je suis très très concentré. Ça va changer, mais voilà. Ok, très bien. Et ben du coup, on commence mes avant-dernières questions. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Euh, je pense que le truc central, c'est ça va prendre du temps. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tous les matins, quand je me mettais à mon bureau, je me disais, Mathis, aujourd'hui, reste calme, ça va prendre du temps. Je suis d'un naturel assez impatient. Et puis en ayant fait du service avec un truc comment dire, qui grandissait vite, ça va très vite aussi. Donc, tu es dans un rythme, tu es dans un flux. Tu as une équipe de 50 personnes. Donc, en fait, le truc, il a une inertie, ça avance comme ça. Et quand tu te retrouves à deux à avancer sur ton projet, bah, en fait, tu n'as plus du tout le même rythme. Et c'est ça qui est dur. Tu as des victoires, tu as des échecs, tu as des moments où tu te dis, mais merde, on va pas y arriver. Et en fait, le vrai sujet là-dedans, c'est de garder ton cap et de te dire, bah ouais, ça va prendre du temps. Et il faut être patient. Et si là, ça va pas, bah en fait, lève-toi de ta chaise, va courir, va faire du sport, va t'occuper de tes enfants. Mais globalement, pas t'inquiète pas, parce que bon, je sais pas si ça va marcher aussi bien que tu Oui. imagines, mais globalement, ça, c'est vraiment le truc clé, c'est que ça va prendre du temps. Et ça, enfin, j'aimerais qu'on me le dise tous les matins. Voilà. Après, il y a un autre truc aussi, c'est de pas écouter les conseils. qu'on- Enfin, pas écouter les conseils. C'est pas ça. C'est un peu comme quand tu as des. Je suis désolé, je suis très sur la parentalité en ce moment, mais de jamais écouter Vas-y. les conseils sur la parentalité. En fait, il y a pas de conseils. Trois enfants, ils ont tous les trois grandi différemment. Il n'y a pas de conseils sur la parentalité. Quelques notions avant, mais les gens qui te donnent des conseils sur la parentalité, ne les écoute pas. Et en fait, ça, et au moment où je dis ça, en fait, je donne un conseil, il ne faut pas écouter les conseils. C'est assez méta comme truc. Non, mais globalement, tu as quand même un sujet. Ce qui est cool, ce que tu disais tout à l'heure sur le télétravail, il y a plein de ressources aujourd'hui. Bah, de la même façon, quand tu veux te lancer aujourd'hui en indé ou même que tu veux monter une boîte, tu trouveras tout sur Internet. Mais tu trouveras tout sous un prisme et sous tu sais, ce biais du survivant. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont réussi qui vont t'expliquer comment il faut faire.
En fait, quand tu réussis, tu as quand même une part de chance, tu as quand même une tu on a beau te raconter l'histoire comme on veut, en fait, c'est ta version de l'histoire et tu sais pas exactement comment c'est passé. Donc, toujours avoir ce filtre quand tu écoutes un podcast, quand tu écoutes une vidéo, quand tu écoutes quelqu'un qui est censé être charismatique, te dire aussi, en fait, ouais, mais il y est pas arrivé du premier coup et ce qu'il te raconte là, c'est filtré de tous les, comment dire, pas de tout, parce qu'ils en racontent certains, mais de tous les échecs qu'il y a eu, voilà, tu sais, tu cette phrase qui dit, réussir, c'est d'aller d'échec en échec sans se démotiver. C'est Oui, un peu ça. c'est C'est ça. un peu ça. Et là, je suis très content de parler, mais effectivement, derrière, je vais avoir un pain à gérer. Bon, voilà, faut prendre le recul nécessaire là-dessus. Euh, C'est un peu toute l'idée du podcast, hein. C'est un truc que je répète à chaque fois, mais souvent, en tout cas dans les podcasts d'entrepreneuriat que j'ai entendus, effectivement, on te raconte la belle histoire, le mec qui en 2 ans, il fait 1 million, tout se passe bien. Et non, en fait, la réalité, c'est qu'on est tous pleins à galérer un petit peu mm, et à grandir en prenant du temps pour grandir et c'est ces histoires que je veux entendre dans ce podcast parce mm, que je pense que c'est celles qui nous rappellent c'est quoi la vérité de la vie entrepreneuriale. C'est peut-être moins sexy des fois. Il n'y a peut-être pas des choses ahurissantes à chaque podcast à annoncer, mais en fait, il y a des petites vérités qui sont que c'est des petites choses tous les jours qu'on apprend qui font qu'on arrive à devenir un bon entrepreneur. mm. Moi, il y a un autre truc, je suis désolé, je digresse un peu sur celui-là, mais Vas-y. arrêter de se Tu- comparer et parler à tes clients ou tes leads. En gros, pour moi, c'est le vrai truc. De toute façon, si t'es petit, tu seras jamais. Enfin, en gros, je sais pas dans quel domaine sont les gens qui nous écoutent, mais nous, on peut aller voir ce que fait Discourse, on peut aller voir ce que fait Teams, on peut aller voir ce que fait Slack. On ne fera jamais ces boîtes-là. On ne fera jamais sur ces leviers-là. Et sur ces métriques-là. Enfin, Ouais, c'est même pas une ambition que j'ai. C'est pas ce que je veux faire. Je veux pas être dans ces trucs-là. Euh, du coup, le vrai conseil, c'est qu'il faut regarder ce que font les gens autour de toi, il faut être sur ce truc-là, mais il faut surtout se concentrer sur les gens à qui tu parles, les gens sur qui tu as un levier là, immédiatement, quoi. Ça, oui, c'est ça. c'est un gros sujet. C'est effectivement trouver les premières personnes avec qui échanger, avec qui vendre, avec qui. Enfin, voilà, c'est trouver ton Ça te premier fait cercle, faire quoi. ça te fait un biais bizarre quand tu vas regarder ce que fait la concurrence au lieu. Faut bien sûr le faire comme tu disais, mais je pense qu'il faut préférer parler à ses clients parce qu'en fait, si tu préfères aller regarder ce que fait les concurrents, tu vas te dire, ah ouais, mais cette feature, il la faut parce que tous les concurrents l'ont. Mais en fait, les mecs à qui tu parles actuellement, ils s'en foutent. Eux, ils sont là parce Hum, qu'ils ont un autre problème. Et ça, ouais, ça pourrait être cool. Mais c'est pas ça qui va les faire se décider. Sauf que toi, tu l'as vu partout. Si tu passes ton temps à regarder des concurrents, du coup, tu vas dire, bah, il faut le mettre en prio parce que sinon, personne ne voudra venir parce qu'on hum, n'est pas au minimum égal. Et enfin, du coup, tu vas passer du temps à développer ce truc-là pour rien. hum. Et ça, c'est dur quand nous, par exemple, on a un binôme ingénieur. Donc, si tu veux, si on pouvait, on serait dans notre labo à développer Oui. que des trucs trop bien parce que c'est trop bien. Et ouais, ça, j'aurais vraiment aimé qu'on mette plus de coups de pied aux fesses au démarrage. Sur ça, ouais. Ok. Mm. Bon. Est-ce que tu as une citation préférée? Mm. Non. Je suis pas, enfin, j'en ai plein des petites citations, mais j'ai pas un truc qui est affiché au-dessus de mon bureau. Ouais, c'est genre, non, non, j'ai pas de citation. Pas mal, enfin, j'ai pas mal d'inspiration. Il y a pas mal de trucs qui m'inspirent, mais j'ai pas une citation où je me dis non, non, ça, je le dis à tout le monde, c'est trop important. Je suis désolé, j'ai pas cette réponse-là. Ah, C'est si, bon. c'est bon, ça va venu, je suis C'est bon. désolé, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai de la 4G. Non, j'ai de la fibre à balle, je sais pas pourquoi ça lag. Ok. C'est peut-être parce que je suis loin sur Séville, donc c'est des fois ça. Ah, c'est ça. Il fait bon à Séville, là? Bon, ouais, il fait 30 degrés la journée. Aïe, aïe, aïe. T'es confiné au moins, j'espère. Non, on n'est pas confiné, non. Aïe, aïe, aïe. On a Le comment ça couvre-feu. s'appelle un couvre-feu à 23 heures. Bah Bon, oui, l'heure espagnole. oui, pour les C'est Espagnols, c'est un... 21 heures, hein. Dans leur tête, Ah, c'est c'est ça, pareil. c'est Mais ça. pour moi, ça reste 23 heures. C'est plutôt cool. O- Ok. Du coup, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que ce que tu disais tout à l'heure, le fait que tu donnes pas de citation, ça fait un peu écho à ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas de vraie réponse et de conseil universel, quoi.
Tu n'aurais pas pu me donner une citation et me dire l'inverse 2 minutes après. C'était Ouais, plutôt c'est ça. logique. Mm. Ok. Et du coup, une personne selon toi que je devrais faire venir dans ce podcast? J'ai pas vu tous les invités que tu avais. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ouais. J'ai pas vu tous les invités que tu avais, mais ouais, il y a des gens qu'on, enfin, il y en a qu'on voit beaucoup, donc je vais pas dire cela. Moi, il y a des gens qui font un truc, qui font un truc de pulse survey pour savoir comment on va comment ça va dans ton équipe, qui est un truc un peu corollaire à ce qu'on fait. Ouais. Ça s'appelle Team Mood. Nicolas Devers, je crois. Il est super sympa. On avait fait un partenariat avec lui sur des box. C'est quelqu'un qui j'échange, je sais pas, tous les 2 mois, on discute sur LinkedIn. Il est assez cool. Donc je pense que ce serait une personne sympa à inviter. J'ai noté. Voilà, non, après, dans les gens que je suis, il y a pas. Enfin, moi, j'essaie aussi de suivre, du coup, tu vois, compare pas, mais tu essaies de suivre aussi des boîtes qu'on self-fondées pour voir comment ils ont fait, comment ça s'est développé. Il y a les gens de Lemlist, mais je crois que tu l'as eu, Ouais, Guillaume de Lemlist, j'ai eu Guillaume, ouais. Il y a un que je moment connais, d'ailleurs. à qui j'ai échangé un petit peu, mais je connais pas personnellement, et c'est assez. Bon, il répond à une vraie problématique, et pour le coup, il est très bon en marketing, donc tu regardes un peu ce qu'il fait C'est une aussi. machine de marketing. Et il a un produit où il est, enfin, je veux dire, c'est raccord avec son produit aussi. Oui, Euh, il y a, putain, les gens de NoCRM, c'est le fondé, non, NoCRM, je crois. je crois aussi, ouais. Mm. Moi, j'avais écouté un podcast avec le fondateur et j'avais trouvé vachement bien. Je sais plus où il était passé, mais j'avais trouvé que l'approche était vraiment très très bonne. Parce que, notamment sur le côté boîte française, mais qui exploite partout dans le monde. Et je crois qu'ils avaient un gros bassin de users en Amérique latine. D'accord. Ce qui me paraissait pas hyper, tu vois, qui est un peu surprenant à la base. Oui, Mais, c'est un peu contre-productif au début quand tu le vois. mais voilà, moi j'aime bien ces boîtes-là. Tu sais, je pense que une des bonnes niches quand tu es indépendant, c'est de fournir un peu des pelles et des pioches à ceux qui creusent. Et que ce soit nos CRM ou Lemlist, bah, c'est un peu ça qu'ils vendent. Et ils sont malins. Enfin, ça, c'est très malin. Et c'est aussi pour ça que ça résonne bien dans, je pense, dans ta communauté ou dans la communauté des entrepreneurs aussi. C'est qu'en fait, bah, ils vendent des trucs pour ces gens-là aussi. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Ouais. Ces boîtes-là, ces personnes-là, je pense que ça serait intéressant de les avoir. Après, j'aimerais beaucoup te proposer une femme, mais je n'ai pas d'exemple. Je suis désolé, et c'est un vrai souci qu'on a. J'ai pas d'exemple féminin à te donner de fondeur féminin sur Ah, du tu sais que self-founding. c'est un peu triste, mais je pense que enfin, ça vient du contexte, hein, forcément. Il y a peu de femmes entrepreneurs, donc du coup, il y a peu d'exemples de femmes entrepreneurs, donc il y a peu de nouvelles femmes entrepreneurs. Et, Ouais, et pourtant il y a beaucoup de femmes indépendantes, par exemple, ouais, quand statut indépendante, alors qui sont plus du. Enfin, bon, après, je fais des généralités, mais moi, je travaille beaucoup avec des indépendantes qui sont des femmes, d'ailleurs plus que des garçons. Donc, ouais, mais c'est un sujet, je pense qu'il faut, mais il faut mais trouver ça, il faut que tu creuses. je partage ta peine, c'est difficile. Et je crois que je passe plus d'énergie à essayer de trouver de femmes que des hommes, parce que ça Mm. vient facilement. Mais je galère quand même, et j'en arrive à en avoir une tous les 10 épisodes à peu près. Une pour 10, c'est vraiment hardcore. J'aimerais en avoir plus, Mm. mais voilà. Enfin, je pense que Bah, ça va si tout, progresser et si ça tout va sur aller. effectivement, plus de la prestation de service, mais sur du copywriting. Enfin, tu me disais qu'il y avait un gros sujet autour de la vente dans ton audience. Je pense que si tout sur des sujets de copywriting, de marketing, choses comme ça, tu vas naturellement avoir une proportion plus forte de femmes, je pense. Ouais, mais du coup, deux femmes qui se lancent dans des business où elles veulent pas faire une grosse boîte, mais elles veulent rester en mode petite entreprise qui grandit et qui prospère, très peu. Parce qu'en fait, souvent, si tu es une femme et que tu veux montrer que tu es capable, tu vas vouloir faire un truc gros, tu vois, parce que
ben, la société te montre que t'es pas dans les gens capables normalement, tu vois. Donc Yes. du coup, c'est pas un sujet très attirant et je comprends. Mais du coup, c'est plus difficile pour moi d'en trouver. Après, sur le domaine infopreneur, tu dois avoir. J'ai quelqu'un en tête, mais son nom m'échappe, donc je vais pas pouvoir t'en parler plus en détail. Je chercherai, je t'envoie. Ouais. J'ai déjà entendu une personne qui Ben, fait notamment. j'ai Ophélie Duval qui va sortir dans pas longtemps, Ok, qui est une infopreneuse. Mais elle a commencé influenceuse Instagram, et puis enfin, c'était même pas. Je, je pense que c'est très réducteur de dire qu'elle a commencé comme ça, mais elle est infopreneuse, quoi. ok, Et voilà. Mais ouais, j'essaye d'en trouver plus. J'essaye d'en trouver plus. Et si vous, auditeurs, connaissez des infopreneuses qui sont dans cette cible, vous pouvez aller sur le site Indie Maker. Tout en bas, il y a découvrir la liste des makers. Et vous pouvez ajouter n'importe qui grâce à son nom de Twitter. Donc du coup, vous pouvez m'aider. Et après, vous pouvez voter pour ceux que vous préférez aussi. Ça m'aidera à trouver les prochains à qui inviter. Voilà. Bah du coup, top. dernière question, c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre. Alors, ils peuvent aller sur mon profil LinkedIn ou sur mon profil LinkedIn, c'est Baptiste BDZ, du classique. Ils peuvent aller sur Twitter, mon handle c'est BA_B, voilà, compliqué, Babé, BA underscore B. Ok, Mais c'est ça sera simple. quatre symboles, donc c'est rapide à taper. Et sinon, teambakery.com, la page sur LinkedIn aussi. Teambakery.com, c'est le journal qui veulent un accès à la bêta privée sur l'application dont on a un petit peu parlé. Ok. Voilà, le dernier truc, c'est on a une newsletter toutes les semaines, on envoie des défis. C'est le défi de Roger, c'est notre mascotte. Alors, je sais pas si tu envoies la vidéo, mais il ressemble à ça, Roger. C'est un petit élan comme ça, qui est un peu ton collègue du bureau, un peu ton Gemini Cricket que tu aimerais avoir au bureau. Toutes les semaines, une situation classique du bureau. Alors, ça va de le dress code, comment je fais un feedback, comment je recadre quelqu'un, comment j'arrête de courir après les informations. Enfin, voilà. Expliquer en 5-6 points avec des trucs très, très applicables pardon, à mettre en œuvre. Et puis régulièrement, on envoie aussi des templates pour que vous puissiez mettre ça en place dans votre équipe, en tout cas partager avec vos collègues. Ok. Voilà. Tout ça, c'est sur le Bon, site teambakery.com, il y a pas mal de ressources. on mettra tout ça dans la description du podcast. Cool. Merci beaucoup. C'était Bah, top. merci à toi. J'espère que C'était c'était intéressant. On a bien discuté. J'espère que ça va intéresser tes auditeurs. Euh, Je pense, oui. si, si les gens ont des questions, je suis dispo pour répondre N'hésitez pas à lui sur envoyer ces un petit médias-là. message sur LinkedIn ou sur Twitter Ouais. pour le remercier d'être venu dans le podcast, mais aussi si vous avez des questions. Euh, Moi, je vous dis à la prochaine. C'était top. Merci beaucoup d'être venu. Je passais un très bon Merci moment. à toi. Salut. Salut.